et Jacques Chevalier. Et ta douceur. Bonne soirée. Oui. Que tu peux nécessairement faire passer. Et Alors que... manifester beaucoup plus simplement. Et quelque part, je me dis que je la manifeste là, je me cache quand même derrière. Si je dis, les gens vont se dire, il joue un personnage. Regarde comme il est tendre ou qu'il est doux. Il joue un personnage. Il peut Mais à pleurer. partir d'un certain moment donné, ça m'intéressait, puis ça m'a plus intéressé. De cacher. Ouais. Surtout la tendresse, parce que j'en ai un paquet, mais on n'est pas appelé, en tout cas entre nous, les gars, à la sortir souvent, à en parler très souvent. Et maintenant, pour moi, c'est la seule chose qui compte. Parler de ce que tu ressens. Oui, et être le plus tendre possible. Mais c'est dur. Ça, c'est C'est vraiment dur. grave. C'est dur. Pourquoi c'est dur, Michel? Est-ce que ton père, par exemple, parlait? Est-ce que ton père montrait? Parce qu'on suit beaucoup les patterns familiaux. Nous, c'était une grosse famille. Une grosse famille, c'était 9 enfants. Et quand je parle de ça avec les gens chez nous, il y en a qui vont dire le contraire. Qui sont nés les premiers ou qui l'ont connu autrement et qui ont beaucoup plus parlé avec lui que moi. Moi, quand j'étais là, j'aurais eu besoin d'y parler beaucoup plus, qu'il me parle beaucoup plus. Mais à ce moment-là, lui, il n'était pas prêt. C'est quand même juste un être humain. Mais lui, il n'était pas prêt à ça. Et il est mort en 67. Et moi, quand il est mort, c'était comme s'il avait fallu que je fasse mon deuil d'une chose essentielle, ça aurait été de lui parler. Mais je dis pas que mon père m'a jamais parlé. Mais parler de choses comme je parle avec ma mère. Ma mère qui est étonnante, qui a 84 ans, puis qui, la première fois que j'ai divorcé, j'ai pris un rendez-vous avec elle, ça m'était jamais arrivé. Je me disais, comment est-ce que je vais lui dire ça? C'est la première qui a compris. Elle dit, je te vois aller, je vois comment tu étais pendant ces années-là. Et elle comprenait la première. J'ai pas eu besoin de... Mais mon père... Alors souvent, moi, j'ai demandé à des gens qui étaient avec moi d'être lui, d'être ce qui me manquait en lui. Alors, tu es capable, toi, de parler, par exemple, de ce que... des difficultés qu'il y a en ce moment. Parce que, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des difficultés entre les hommes et les femmes en ce moment? Bien évidemment qu'il y a des difficultés. Il y a... Il n'y a pas de doute là-dessus qu'il y a une espèce d'incapacité de communiquer quelque part. D'une part, parce que les gars n'ont pas beaucoup développé la capacité de parler. Ils se sentent un peu agressés, ils n'ont pas brusqué, ils n'ont pas trop de système de défense. Comme ils n'ont pas beaucoup d'intimité entre eux aussi. Ils n'ont pas beaucoup de ressources pour échanger, donner leur point de vue, etc. Moins que les femmes, Moins que les femmes, beaucoup moins que les femmes. Ouais. Alors, je vais juste finir. Oui. Et les femmes, d'un autre côté, ont un peu l'impression que c'est des hommes qu'elles doivent se libérer, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à un peu fustiger les gars dans leurs revendications. Bon, on veut ci, on veut ça, un peu comme si nous, on les avait retenus, alors que dans le fond, les hommes commencent peut-être à découvrir qu'eux autres aussi sont victimes de stéréotypes et qu'eux autres aussi sont victimes de rôles, sauf qu'ils ont moins de moyens à l'heure actuelle pour les communiquer. Ils n'ont pas souvent la parole d'abord. Et quand ils l'ont, ils sont gênés de l'avoir. Ils ne savent pas trop comment Tu me articuler dis leur ça, là, parole. ils n'ont pas souvent la parole. non, Écoute, tu devrais demander à Joanne Mercier, la recherchiste, ce qu'il a fallu faire pour vous en réunir 5 des hommes. Les hommes, ils lui racontaient toutes sortes de choses. Oui, on veut ça. La parole personnelle. D'avoir la parole personnelle, c'est pas facile pour un homme. Parler de soi, même quand on le fait entre hommes, il faut passer par un verre de scotch, par Combien sortes de choses. gags, des blagues, Oui, absolument. sarcasme, Absolument. avant d'arriver. Je pense que c'est peut-être dû au fait que, étant donné qu'on n'était pas, nous, en situation inférieure socialement, un peu comme les femmes, lorsqu'ils ont décidé de faire un mouvement pour s'affirmer, nous, on est traditionnellement en position de pouvoir et ça nous est comme beaucoup plus difficile de revendiquer des choses. Au nom de quoi, dans le fond? On se pose la question, pourtant, c'est au nom de nous-mêmes. C'était socialement. Oui, socialement. Oui, Parce que absolument. moi, je me sens pas tellement en état de pouvoir. Non, je parle beaucoup. Jamais non plus. Non, mais traditionnellement, écoute, l'Église et le gouvernement sont des hommes, l'Église sont des hommes. Il y a un pouvoir qui existe qui est homme, là. Tu sais, c'est qui est-ce qui fait les guerres en ce moment, tu sais? Oui, mais quand on arrive aux individus puis qu'on dit, oui, comment d'accord. tu te sens? Et tantôt, tu disais, on donne pas souvent la parole aux hommes. Les hommes ont souvent la parole, mais c'est dès qu'il s'agit de dire des choses personnelles, comme tu disais, intimes, ils se sentent dans un état, moi je dis ils se sentent, on se sent, dans un état où quelque part on se dit, si je dis ces choses-là, je perds, je sacrifie l'image de solidité, de force, d'invulnérabilité, de puissance, qu'on m'a toujours habitué à maintenir. Parce que les gars aussi ont été élevés. Les gars aussi ont été élevés. Ils viennent de quelque part, les gars. Oui. Et par exemple, la fameuse nuit de noces, moi, ça m'a toujours sidéré. Quand on y repense par après, la fameuse nuit de noces,
ou surtout dans les milieux où on n'avait pas d'éducation sexuelle précise, parce qu'on touchait presque pas à ça, où on te disait, c'est ta nuit, c'est toi qui mènes, c'est toi qui rend la femme heureuse. Ta femme, elle va être bien si toi... Alors le jour, souvent, tu te maries, tu pars en voyage de noces, puis tu as ta première nuit de noces, puis non, ça marche pas. La femme pleure, je sais pas pourquoi, parce qu'elle a une frayeur autant que la tienne, mais toi, on te le dit... T'es responsable. Alors, supposons que ça marche pas, qu'est-ce qu'un gars se dit? Moi, j'ai pas ce qu'il faut. Moi, je mène mal ça. Parce que les autres ont tous l'air d'avoir tout mené ça comme il faut. Ceux qui t'ont dit que c'est comme ça que ça marchait, eux, ils ont tous l'air d'avoir maîtrisé ça totalement. Alors, quelque part, déjà, tu pars avec une certaine culpabilité par rapport à la femme. Or, il y a la femme aussi. On nous inculqué, je trouve, le respect pour la femme mère, en tout cas. Le respect pour les femmes. Et combien de gars qu'on a connus qui ont embauché tant qu'ils ont pu, jusqu'au jour où ils se sont mariés, où ils ont trouvé une femme qui, elle, ils devaient la respecter. Alors, quelque part, ça veut dire quoi? Quelque part, ça veut dire quoi? C'est l'alliance qui donne la force de respect à une femme? Ben oui, puis c'est quoi? Dans quel sens c'est quoi respecter une femme? Quand tu respectes un gars, tu peux t'engueuler avec. Jacques? Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Michel a parlé de la tendresse que les hommes avaient une certaine difficulté à exprimer. L'autre, c'est que la problématique de la femme depuis l'émergence du mouvement féminisme de 60, en tout cas, je ne sais pas exactement la date, c'est que ça, c'est un mouvement de masse qui est reçu par les hommes individuellement. Et on est obligé, comme celles qui sont les porte-étendards d'un bord, d'être obligé de prendre notre chapeau de l'autre côté pour la gang. Mais tout seul, on n'est pas nécessairement tous comme ça. Et on est aussi comme ça. Puis tu reçois ton biscuit, tu es obligé de le prendre, puis des fois, tu essayes de faire le décompte, tu te dis, je suis comme ça vraiment, il n'y a pas des points positifs, mais quand les discours viennent de ce dont on parlait tantôt, du rapport Haidt ou autre... que les femmes ne sont pas contentes de comment les hommes se conduisent en ce moment. Oui, tu reçois ton pedigree comme faut, puis tu es obligé de prendre la pilule, puis tu la mérites aussi, mais peut-être pas dans la prescription qui a été... qui a été écrite exactement. Et puis ça peut avoir bloqué au niveau de... Il y a eu bien des réponses de la machocratie à l'émergence du mouvement de la femme. Mais chacun pour soi, peut-être que quand on a laissé parler les porte-parole, on n'a pas dit, nous, ce qu'on sentait là-dedans, avec en accusant un auteur, ben, on va en dire, mais pas trop. Non, mais vous êtes Richard, vas-y. Richard, vas-y. Tes écoutes, là, qu'est-ce que tu as à dire, toi, là-dessus? Ben moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ce que vous vivez, vous autres. Moi non, ben là, tu sais pas trop. Ouais, on n'a rien dit encore. Non, mais j'ai été élevé par une mère qui m'a tellement sensibilisé au monde féminin que j'ai l'impression d'avoir très bien compris ce monde-là. Et j'ai l'impression, en vous écoutant parler, que je passe ma vie à essayer de me mettre les tripes à la table, puis d'être tendre, puis d'être chaleureux, puis d'être... Puis je me bloque à quoi? Ben, du côté des hommes, c'est particulièrement difficile. Puis du côté des femmes aussi, parce qu'il y a toujours la connotation sexuelle. Absolument. Ils ne sont pas habitués à ça, les femmes. Ben, c'est les femmes ont toujours l'impression qu'on veut leur faire une passe. Puis c'est pas le cas. Puis si je veux pas en faire, je bloque ma propre tendresse que j'aimerais démontrer. Alors, tu me dis là, que les femmes comprennent, ils veulent des hommes tendres, mais ils sont pas prêts encore à prendre la tendresse pour de la vraie tendresse. C'est ça que tu dis? Pas tout à fait. J'ai l'impression que les femmes sont... J'ai de la difficulté à mettre un focus, là. Je vais passer le page que je reviendrai. Bon, alors, moi, ce que je voudrais savoir de vous autres, là, c'est comment ça se fait que ça va si mal? Moi, j'ai plein d'amis de filles qui ont 30, 40 ans, puis qui disent qu'il n'y a pas de gars. Il n'y a plus de gars. Oui. Alors, comment ça se fait, ça? Ben, ça dépend. Les gars, ils veulent plus des filles? Moi, je suis pas... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je n'ai pas Elles l'impression veulent que ça dire, va si elles n'ont mal, pas de chum, non. elles ont 35 ans, elles sont belles, elles ont des jobs, elles ont une auto. c'est pour ça qu'ils ont... Elles n'ont pas de gars, les gars. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de gars. Parce qu'elles ont des... Ils n'ont pas besoin de ça. Bon, est-ce que, par exemple, vous vous attendez d'une femme à ce qu'elle soit
pas indépendante financièrement, qu'elle soit au foyer. L'autonomie. Il a dit quelque chose tantôt qui était le fun. Il a parlé de son enfance, il a parlé des femmes dans sa vie, de l'influence de sa mère, tout ça. Ça dépend d'où on vient puis par qui on a été fait. Je suis venu au monde dans un milieu de femmes. Puis il a dit quelque chose auquel je suis très sensible. Il a parlé de... J'ai l'impression de mettre mes trips à la table tous les jours puis de payer pour d'une certaine façon, y compris par les hommes et par les femmes. Puis... parce que ça rend l'émotivité plus facile à exprimer, d'avoir été élevé par une bonne grand-mère, une mère qui avait pas mal plus de couilles que bien des gars que je connais, avec des tantes qui étaient des vraies femmes avant le mouvement. Et je sais que des fois, ça m'a coûté cher d'avoir été... que mon petit côté fille ait été trop présent dans des milieux d'hommes. Ça, c'est intéressant. Ça m'a coûté pas mal cher. Bon, qu'est-ce que vous entendez par côté fille, là? Ton côté, quand vous dites côté fille... Mais le côté qu'on prend aux filles, tu sais, le petit gars broye pas, la femme, elle broye tout le temps, ou bien non, dans le milieu de travail, par exemple, elle s'exprime relativement violemment, parce que c'est un mot qu'on charrie, la violence, là, mais en tout cas, disons, avec vigueur. Puis quand ça arrive chez des gars, mais tu te retrouves dans un bureau avec soit un boss ou quelqu'un qui te veut tellement de bien, qui te dit... Tu sais, il faudrait que tu te contrôles, il faudrait que tu sois réservé, il faudrait que tu fasses attention, que finalement, il te le dit, il faudrait que tu calcules. Il faudrait que tu sois un vrai homme. Je pense que la femme est moins calculatrice. C'est peut-être plus je trouve ça compté, mais dommage que moins vous disiez calculatrice. ça, que si on met nos trips à la table, on finit par payer pour. Ça me semble drôle. Excuse-moi. J'en veux encore. Moi, ça m'arrive de parler, de mettre les trips à la table avec des gars. La plupart de ceux avec qui je le fais, ils écoutent. Oui, mais t'aimais pas de la même façon qu'une femme. Oui, je les mets de la même façon. Le milieu artistique a rien à voir avec ça, Michel. Ce que je suis, ce que j'ai à dire, ce que je ressens, je vais le dire à un chum comme Marc Grégoire, comme je vais le dire à Manon. Oui, mais c'est récent, tu m'as dit. Oui, c'est récent. C'est récent, bon. Moi, je veux dire, avant, j'ai été marié 2 fois, j'ai très souvent demandé à des femmes d'être ce qui me manquait, ce qui m'avait manqué quelque part. Je demandais à ces femmes-là de l'être. Quand un couple commence, on s'aime beaucoup. Et quelque part, il y en a un qui s'illusionne, peut-être par amour, justement, à vouloir changer, à dire, je vais lui donner ça. Quelque part, on se fout tout le temps. Quand on n'est pas soi-même, on se fout tout le temps. On se fout tout le temps. Mais moi, je trouve que dès qu'on commence à dire des choses, même aux gars, ça les gêne, mais quelque part, ça a un résultat extraordinaire parce que tout à coup, oui, ils font c'est pas aussi solide. Ils vont faire des blagues, ils vont virer ça en farce au début. Mais il faut avoir le courage de continuer à dire ça. Et la tendresse, ou les trips à la table, on paye jamais pour ça. Nous, on gagne toujours à ça. N'importe quel être humain gagne toujours à ça. Sauf que c'est pas facile à faire. La tendresse, par exemple, c'est pas facile à faire tout le temps. À un moment donné, moi, j'ai des rechutes, là. Je me dis, comment ça se fait que j'ai pu des rechutes de virilité comme ça? Oui, C'est ça que je veux dire. C'est machisme. C'est-à-dire que je pense que je serais avec un autre gars où je serais tout seul dans ma vie où j'aurais les mêmes réactions. J'ai mes réactions de, si je fais des mots croisés, j'adore les mots croisés, puis si je m'embarque dans un problème, si je m'embarque dans une lecture, moi, il ne faut pas que tu viennes me déranger, il ne faut pas que tu viennes me dire, écoute donc, tel truc qu'il y a là, moi, je suis pris là-dedans. Et quand j'en ressors, là, au moment où tu me dis, sors-en, là, il faut qu'on parle d'un problème, je fais, hein? Et là, je me dis, wow. C'est une agressivité immédiate. Cette agressivité-là, il y a beaucoup de gars qui l'ont, mais je connais pas qu'il y a de femmes qui l'ont. Il y a des femmes qui sont très agressives. On parle des gars qui sont épais. On connaît des femmes qui sont épaisses. Oui, mais quand même, il y a notre problème, oui. La nouvelle génération de femmes veut de la nouvelle génération d'hommes, là, que ce soit des hommes qui soient tendres, qui soient capables d'écrire, qui soient capables de parler, qui soient capables de se nettoyer les ongles, un paquet d'affaires. Non, mais quand même, là. Ils veulent un être humain. Ça, c'est des idéaux. On parle des hommes tendres, là. Oui, ils veulent juste une porte pour rentrer. Oui, je sais, mais quand même, l'homme, là-dedans, il est pogné. Il se dit, il faut que je sache faire la cuisine, il faut que je sois tendre, il faut que je nettoie les ongles, il faut que je sois toujours de bonne humeur, il faut que j'ai des gestes gentils, mais il ne faut pas que je sois un tapette quelque part. Un tapette, voilà, bon. Ça, c'est très intéressant. Socialement, c'est là que ça te bug. Pas personnellement, parce que tout le monde en a besoin de la tendresse. Je veux dire, toi le premier. Mais comment ça se fait qu'on associe toujours tendresse à tapette? Parce que c'est traditionnellement associé à la féminité, donc... Oh, mais c'est très, 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 très courant, ça. Dès qu'un homme est un peu tendre, on dit, oui, non, évidemment. Ça va être un fiche. Michel, depuis tantôt que tu veux dire quelque chose, vas-y. Oui, Il y a peut-être un filon là intéressant, parce qu'il y a bien des femmes qui, dans certaines relations, développent beaucoup d'amitié avec
je n'oserais pas utiliser ce mot-là Non, parce des que je l'aime pas, là, mais homosexuels, des oui. homosexuels qui, je ne sais pas pour quelle raison, y compris probablement celle sexuelle, mais qui parlent plus avec elles de leur, Oui, c'est de ça. leur Ils vrai écoutent. trip. Ils écoutent. Pour une quelconque affinité, du raffinement, un Oui, peu oui. plus de disponibilité Et de surtout l'âme, qu'ils puis du ils cœur. écoutent. Ils écoutent. C'est Puis, parce que ce que les femmes Puis reprochent aux le hommes, côté c'est qu'ils- homosexuel, là, disparaît complètement. Puis, Ça rejoint un peu ce qu'il disait tantôt. C'est que ça te débarrasse, dans un cas comme ça, ça débarrasse une femme du côté. S'il me raconte tout ça, c'est pas ouais. sexuellement qui. Qui- le pas côté agressif. cruise est Pas passé. agressif. Pourquoi ça Puis, pourrait pas être tendre et sexuellement chargé? OK, pourquoi? Ben oui, moi je te le demande. Oui, mais Pourquoi? c'est pas facile. Je veux dire... Mais là, vous répondez On pas du devrait. tout à mes questions, qui est Mais qu'est-ce c'est que pas vous grave. attendez des femmes? C'est pas grave, ça. j'attends- Qu'est-ce que vous attendez des femmes? J'attends de l'autonomie. Pas d'en avoir, mais d'en sentir aussi chez cette personne-là. Moi, en tout cas, je suis peut-être d'une autre génération. J'ai juste 24 ans. J'ai Bon. vécu l'école mixte. Écoute, je vais te lire Elisabeth Badinter. Peux-tu Baptême. plugger ce que Qui dit- j'avais préparé après lui? Une seconde. Elisabeth Badinter dit... Est-ce que vous avez lu l'un et l'autre? Là? Non. Elisabeth Badinter, vous savez. Bon. Une nouvelle espèce d'homme et de femme est en train de naître. Bon. C'est ça qu'elle dit, des femmes et des hommes qui sont... Le grand problème, c'est d'une part, on recherche une relation de symbiose avec l'être aimé, et d'autre part, on veut garder son autonomie et qu'elle ait de l'autonomie. Ce n'est pas faisable. Alors, c'est peut-être là qui est le problème. Puis garder en plus sa masculinité puis sa féminité. On est en train de renégocier ça. C'est quoi la masculinité en 86? En 87, plutôt. Richard, t'es un an en retard, là, toi. T'es On est plusieurs, ça, là. Ouais, Michel, qu'est-ce que tu veux? Loin! Ben, je pense que dans ces mouvements-là, je reviens à la question du début où on se demandait, bon, ben, est-ce qu'il y a une espèce de gap entre les hommes et les femmes? Oui, il y en a un. Parce que, au plan de leur démarche de croissance personnelle, les filles ont commencé depuis un bon nombre d'années. Les gars sont restés coincés dans leur rôle plus longtemps. Et ils ont été d'abord en réaction, c'est-à-dire en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Après ça, ils se sont mis à s'adapter. Hein? Le discours de l'homme nouveau qui s'est adapté, passivement, justement, aux demandes des femmes, sans aller voir c'était quoi ses véritables besoins, sans aller voir où étaient ses émotions, où étaient ses désirs, sans vraiment... Alors, l'homme est devenu féministe, hein? Un certain homme nouveau est devenu féministe, puis il se sent un peu inconfortable là-dedans, parce que finalement, il s'échappe encore. Il va pas se voir. On a tous fait, semble-t-il, on se racontait ça dans le début de l'enregistrement, on a tous fait le tour de nos chums pour leur demander qu'est-ce que attendent les femmes. Et ce Ok, qu'on ça, a eu c'est la plupart intéressant. du temps, ce qu'on a eu la plupart du temps comme réponse, c'était un trou. silence gêné. Oui. Les gars ont de la misère à dire aux femmes, écoutez, on est rendu là. C'est peut-être parce qu'on n'a pas commencé, dans le fond. Et que les filles ont un petit peu d'avance. Et moi, je suis pas sûr, je vais terminer là-dessus, je suis pas sûr que les femmes, cependant, qui sont capables de définir très clairement ce qu'elles veulent, d'une façon de plus en plus Ce qu'elles précise, veulent pas. et ce qu'elles veulent pas, je ne suis Oui. pas sûr, cependant, que leur image de l'homme se soit transformée. C'est-à-dire qu'elles ont agi sur le rôle qu'elles voulaient transformer, c'est-à-dire le leur, et je suis pas persuadé qu'elles ont transformé leur image du rôle de l'homme. C'est-à-dire je pense qu'elles ont encore l'homme idéal pour la femme, je disais ça récemment après une enquête. L'homme idéal, il est encore fort, il a encore du pouvoir du moment qu'il l'exerce pas sur elle. Le succès fabuleux Oui. des romans Lequin en est une preuve. Oui, le pouvoir est aphrodisiaque. Combien ça. de féministes sont avec des... Puis j'en ai des exemples Ouais. autour de moi, sont Des avec batteurs des de gars, femmes. mais machos. Ben là, je dirais pas jusqu'à batteur de femmes, je connais pas leur vie jusque-là, mais machos, tu sais, dans l'attitude. Oui, oui. Puis ces filles-là sont en amour par-dessus la tête, ça les bug, ça les trouble au possible, mais quelque part, c'est une passion qui est plus forte donc que les problème- valeurs. Le problème, c'est peut-être qu'on attend quelque chose les uns des autres. C'est ça, puis Absolument. peut-être Ah, qu'il faut c'est un petit peu intéressant. d'humilité pour dire qu'avec tout ce qui s'est passé, avec la passivité dont on a été l'objet ou le sujet, il faut peut-être se rendre compte que finalement, on constate qu'avant quelque chose, ça nous intéressait peut-être pas, les femmes. Comme Dans telles. quel sens? Comme en C'était elle-même. une relation patron-employé. C'était une acquisition, pour plugger ce que j'avais préparé après-midi, parce que Joanne m'avait dit il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a maintenant, c'est quoi? Il y a 20 ans, on espérait, quand on s'est marié, que ça soit relativement comme maman. Il y a 10 ans, tout le monde se préparait à attendre qu'elle parte. Puis aujourd'hui, on se dit, j'espère que je vais comprendre assez vite pour que ça puisse continuer à marcher. C'est pas présenter les choses. C'est peut-être ça. Puis peut-être que finalement, moi, j'admets que la façon dont on a été élevé par le côté, la mission mâle qu'on nous avait confiée, malgré le fait qu'on a été en contact intime avec des femmes, c'est peut-être de... Ça ne nous intéressait pas au sens propre du terme. On ne s'est pas intéressé à la femme, Non, c'est vrai. à l'individu. Puis on a reçu, comme je le disais tantôt, la réaction de masse
de l'ensemble, puis on a eu peur. Parce que c'était peur, hein? Moi, j'ai l'impression- Richard va dire quelque chose, Richard. Là-dessus, Richard, là-dessus, là. passe la balle, As-tu ton focus, Richard? Ouais. Mais pourtant, je suis convaincu que tout le discours macho, ça provoque une méconnaissance incroyable de ce que sont vraiment les femmes. C'est-à-dire du côté profondeur, du côté, j'oserais dire, viril des femmes, du côté solidité, peut-être le terme qui est le meilleur. Je me dis, les femmes sont tellement, ont tellement plus de ressources que ce que l'homme traditionnel leur a permis de développer, que le gars macho, il se prive de trésors extraordinaires. Quand il tient à sa dominance, là, j'entends. Si il travaille dans le sens d'une certaine égalité et d'une certaine profondeur, j'aime mieux profondeur qu'égalité, parce qu'égalité, c'est impossible. C'est moi qui rentre les bûches de bois chez nous, c'est pas Suzanne. C'est une question de musculature. Oui, c'est Ben, une c'est question ça. de musculature. Donc, c'est de la On va jamais en proportionnalité, santé non mais plus, c'est pas de l'égalité. Mais je me dis, moi, en tout cas, mon plus grand vœu, puis je sens que je vais me faire beaucoup d'ennemis chez les hommes, mais mon plus grand vœu, c'est que les femmes poursuivent farouchement la mission globale là, d'humaniser les hommes. Parce que Jeannette parlait tantôt de ce que les hommes ont fait de la Terre. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Elles l'ont toujours fait, puis que ça donne. Mais non, Ah, là, mais non, elle avait pas le pouvoir. Elles n'ont pas gardé le pouvoir. Elle avait pas, elle Moi, avait un j'appelle pouvoir ça, détourné. moi, j'appelle ça, j'en ai des pouvoirs détournés, mais des pouvoirs secrets. Un peu comme à Versailles. Oui, mais qui ça en prend Ah, des non, mais pouvoirs divulgués. Tu sais, à Versailles, les décisions qui se prenaient en antichambre et qui se prenaient Oui, au mais- lit sur le Oui, oui, d'accord. D'accord, mais Ça n'empêche. reste des pouvoirs en arrière, pareil. Ça reste des pouvoirs en arrière. Ah non, non, mais là, on parle de est-ce qu'on discute du fait qu'il faut avoir les pouvoirs en avant ou les pouvoirs en arrière? Je pense pas. On discute d'un être humain par rapport à un autre. Très bonne chose. Hein, très bonne chose. Un être humain par rapport à un autre. Ouais. Ou parce que moi, ça m'intéresse. Ben, Non, mais qui a je vais fait dire, les ça a lois? l'air aberrant. Écoute, qui a fait le cas de Napoléon? C'est pas Ben, oui, mais c'est non. lui, hein. Tu sais, qui est-ce qui a dit tu peux battre ta femme? L'adultère, c'est les hommes qui ont le droit, les femmes n'ont pas le droit. Je viens de voir un film qui s'appelle Noces en Galilée, qui montre le monde arabe. La nuit de noces dont tu parlais. Hein, la nuit de noces, on sort le drap taché de sang, tu sais, puis le gars qui refuse cette chose-là, le jeune gars qui refuse cette chose-là, le père lui dit « Je t'en supplie, il faut que tu consommes pour ma dignité. » Mais c'est ça, c'est les Mais hommes, dans le ça. film, qui l'aide à faire ce que son père lui demande, le gars? La femme. La femme. C'est la Elle sort de là. Oui, c'est ça. La La mère est femme. témoin ou la... Pas la mère. Non, c'est la femme L'épouse. qui se déflore elle-même pour garder la dignité du père. Mais c'est un monde d'hommes. Michel, qui a fait les lois à Torpinouche? Tu sais, c'est les hommes Je qui dis font pas le les lois. contraire, là. Je dis pas le contraire. Mais je trouve que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une pièce de Barbeau qui s'appelle Les gars. Oui, J'ai je l'ai joué vu. plusieurs Très fois bon. pour savoir ce qu'il y a. À un moment donné, il y a un des personnages de gars. Les trois gars se ramassent tout seuls. À un moment donné, ils sont obligés de... Il y en a un qui veut descendre plus profondément, fait qu'ils sont obligés, après quelques gags, de suivre, puis de commencer à dire, jusqu'à ce qu'il soit poussé, puis le dire violemment. Il y a le professeur d'université, qui était joué par Paul Savoie, qui dit, chose qui ressemble un peu à ceci. Lui, il vit avec une féministe. Et il dit, moi, je suis écœuré de me faire considérer comme le troupeau. C'est ça. Je n'ai pas envie de me faire reprocher les viols la fin de semaine, la publicité sexiste, les excisions clitoridiennes au Moyen-Orient, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Or, toi, étant donné que tu milites en ce moment pour que cette race de gars-là disparaisse de la surface de la Terre, quelque part, tu me tues quelque part. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Tu devrais regarder ce que je suis. Moi, les femmes, les gars, ça veut dire quoi? Regardons un être qui est devant soi, et si à un moment donné, ma blonde me parle, puis elle sent bien que mes yeux s'en vont parce que je suis préoccupé par autre chose, c'est pas parce que c'est une femme. Je pourrais faire ça. À ce moment-là, j'aurais la même attitude. Alors, donc ce que tu veux des femmes, c'est qu'elles cessent de mettre les hommes dans le même panier. Oui, mais c'est pas à amener des stéréotypes sociaux dans un couple. Je veux dire, le couple, il y a deux... Moi, finalement, Non, je mais ne parce reproche que rien aux femmes. ça peut venir d'un problème social, mais il est à régler en couple. Je veux dire, puis de reprocher des choses socialement à Mais une c'est pas personne notre devant faute. toi. C'est les hommes qui battent, c'est les hommes qui violent, c'est pas les Moi, femmes. ce qui Alors, m'achale encore c'est plus, fatigant, ça. ce qui m'achale encore plus que ça, c'est que la femme dans le couple revendique constamment. Bon, socialement, elle a encore beaucoup de choses à revendiquer. Sauf que dans le couple, c'est d'amener encore ces enjeux-là dans le couple
quelque part, moi, si socialement, je fais pas mon lit, si personnellement, je fais pas mon lit, c'est sûr que socialement, les hommes font pas souvent leur lit. Mais c'est aussi une chose très personnelle parce que jeune, je le faisais pas. Donc, me ramener ça avec des stéréotypes par une sociaux. femme aussi. Ben, absolument. Mais Sauf il y que a moi, une je veux pas le régler de façon sociale, je veux le régler de façon personnelle avec la peux pas personne. le qui est en face de Mais il y a moi. il y a une simple question de justice là-dedans. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ma femme, lorsqu'on recevait des gens, j'étais celui qui servait les drinks et qui allait tout bonnement m'asseoir avec les gens qui avaient leur drink. J'avais le mien, puis ma femme continuait à faire leur repas. Et à un moment donné, très patiente, Suzanne m'a dit, à partir de la prochaine fois, j'aimerais beaucoup, même j'exige, que tu viennes t'asseoir à l'endroit où moi je m'assois pendant le repas. C'est donc la place la plus proche du poêle. Absolument. Puis ça m'a sorti de mon inconscience. Puis je l'ai fait, puis j'ai trouvé ça correct. ça. Il y a une question de simple justice, puis on est Oui, élevé... mais pourquoi tu le voyais pas? Parce que tu as ton conditionnement qui fait Voilà, un que... paquet de mythes. C'est un paquet de mythes. Socialement. Donc, dans ce sens-là, ma femme m'a donné un petit bout d'humanité en Ouais, t'as termes pas de dit, vous strict- autres, les hommes, vous préparez jamais à manger. T'as dit, veux-tu t'asseoir là pour essayer quelque part? T'as Alors, arrêté écoute, la parole. moi, j'essaie, personnellement. moi, en Oui, tant que c'est femme, là, j'essaie évident. de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer là, pour que les relations entre mes femmes. Donc, vous haïssez ça, C'est finalement. que les reproches soient sociaux au lieu d'être personnels. Bon, c'est ça. Ça, c'est invivable. Tu as l'impression de charrier la masculinité Ça dépend. complète. S'il sur- Oui, y a oui, des oui. reproches qui sont reconduits au niveau de la dynamique du couple qui est là, je veux dire... Oui, mais moi, je vis avec une Moi, femme qui, Manon, quand elle me reproche des choses, c'est à moi. Bon. C'est pas au gars, elle n'est pas militante pour... Elle me reproche ça à moi. Ou, pourquoi tu fais ça maintenant? Je comprends pas pourquoi tu as cette attitude-là maintenant, toi. Mais pas... moi, je supporterais pas qu'on se mette à parler des gars en général, puis des filles en général, puis Ah, que moi, je suis elle se met dans un sens, puis que moi dans l'autre. Je mangerai plus. C'est une question de... Mais ces c'est que... femmes-là, Le problème, c'est qu'on est des sexes différents. oui, mais ces Ben, le femmes-là problème. qui font Le, ça... le problème est la beauté, C'est un beau j'espère. problème, c'est un beau problème. J'espère C'est que très la beau. beauté Mais aussi. qu'on est des sexes différents, on se parle pas de la même façon. Et nous aussi, on est habités par un paquet de mythes. Ben oui. Puis les femmes sont habitées par un paquet de mythes aussi. Je lisais... Mais avant, il n'y avait pas de problème. Le Mais non, gars, il y en avait un. son Un des rôle deux était... oui, ben c'est oui. ça, un des deux était soumis, alors il n'y Tant a pas qu'un de des deux est problème. soumis, Il n'y a pas de problème, Mais c'est Michel. parce que- qu'un gars pense que c'est le même que sa Surtout, mère. Michel. Il y avait un problème d'inconscience sûrement avant, tu sais, mais parce que je suis pas sûr, moi, que dans le rôle des gars, que nécessairement nous soyons des gagnants quand on se regarde comme il faut. Et il faut souvent voir dans quel état les gars arrivent à 40 ans pour se rendre compte qu'ils sont pas nécessairement des gagnants dans cette situation-là, puis qu'ils ont intérêt à changer, pas pour s'adapter au discours des femmes, mais strictement pour survivre, puis avoir une vie d'une meilleure qualité, puis être plus conscient de ce qu'ils sont comme êtres humains. Je ne sais pas qui disait, il n'y a pas de pouvoir innocent, puis le pouvoir a magané les gars aussi. Moi, je m'attends des femmes qu'elles me révèlent rapidement, si elles ne l'ont pas déjà fait, le secret de leur longévité par rapport à moi. D'abord, ça va faire plaisir aux veuves, puis ça va faire plaisir à ceux qui vont rester plus longtemps. Hein. Parce que vous êtes peut-être le sexe faible. Ça se pourrait, ça se pourrait tu sais. qu'on soit le sexe Étant faible. donné que vous mourrez, why not? Et je me demande, moi, si dans le débat ou dans l'échange entre les hommes et les femmes, si on est encore rendu, parce que ça serait décevant qu'on soit seulement rendu là, si on est encore rendu à essayer de savoir lequel des deux sexes a plus souffert au cours des 20 derniers siècles. Puis je pense qu'on est rendu à une étape un Parce petit que peu plus quand vous loin. parlez du pouvoir mâle, il faut bien dire que si on veut faire de l'histoire, puis moi, je y parler de généralité de cet ordre-là quand on parle de relations interpersonnelles, mais il y a un maudit paquet d'hommes qui en ont souffert aussi des lois des hommes. Hein? Explique-toi, là. Ben, je veux dire, quand Jeannette dit que c'est les hommes qui ont fait la guerre, c'est les hommes qui ont fait Qui le code ont fait- Napoléon. qui ont fait le Quand code tu divorces, tu le sais que t'es pas bien d'accord avec le code Napoléon. T'es pas d'accord avec le code civil non plus. T'es pas bien d'accord quand t'as des chums ou Jamais des d'accord enfants quand qui tu sont allés au divorces. Vietnam. T'es pas d'accord quand tu vois l'ayatollah Khomeini. T'es pas d'accord quand tu vois certaines conneries de Reagan. T'es pas toujours d'accord avec ça. Puis C'est t'es sûr un que homme ça donne que pareil. c'est des hommes, mais Puis ça dans peut- certains discours généralistes, ben, dans les premières pages du journal, t'es dans la gang de ceux qui ont souffert aussi, mais parce que t'as ton pouvoir en avant, comme disait Michel tantôt, t'es assimilé à celui qui l'exerce avec sa barbe en arrière. Je veux dire, bon... Moi, tu as fait une enquête, toi, auprès de des compagnons, puis des amis, puis des connaissances. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent des femmes? Ben, quand je leur ai posé la question,
tous les hommes ont dû prendre au moins 45 secondes à une minute avant d'être capables de répondre quelque chose. Commence à être réfléchi. Ah, puis après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis ils se sont dit, on se rend compte qu'on est extrêmement mal à l'aise de demander quoi que ce soit aux femmes, parce que, puis il y avait derrière ça, puis on en a discuté un peu, là, que ils avaient l'impression que les hommes ont tellement exigé des femmes depuis tellement longtemps, que là, que maintenant, les femmes disent, on n'est plus d'accord avec ça, qu'ils se sentent plus capables, non seulement d'exiger, mais de demander quoi que ce soit. Alors, parce que c'est suspect. Alors, c'est la loi du silence. Ils Ben, se c'est ça. retirent. C'est Ils se un- retirent ou ils font des farces. Oui, puis les gens de la génération, peut-être un petit peu au-dessus de la mienne, ils ont un... C'est quel âge, ça? 32, Non, 33? les 30-40. Les 30-40. Si on parle de public cible, les 35-40. Au-dessus. C'est ce qui veut dire. En avant, en arrière. C'est pas si large, je parle de génération, là, quand même. Au-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la sexualité, selon moi, dans cette génération-là, la génération qu'on voyait très bien dans le déclin, encore là, c'était un groupe cible, c'était les universitaires, là, dans le déclin de l'Empire américain. Mais je pense que ces gens-là sublimaient la sexualité. Ces gens-là plaçaient la sexualité, peut-être parce qu'elle avait été contrainte bien longtemps. Puis j'en ai un paquet d'exemples autour de moi. Ces gens-là, quand ils voient une femme, c'est le premier rapport qu'ils voient, c'est le rapport sexuel. Puis tantôt, je parlais de l'école mixte que moi j'ai vécue, puis ça m'a fait apprendre à voir les filles de la même façon qu'un autre gars. Puis en classe, je veux dire, t'arrangeais pour avoir une meilleure note qu'une fille ou un gars, c'était pas important, c'est celui qui avait la meilleure note que tu essayais de battre. Puis je pense que notre problème à notre génération, les gens qui ont vécu l'école mixte, puis les gens qui ont eu des rapports jeunes avec les femmes, c'est de retrouver quelque part sa masculinité puis sa féminité, puis ce qui t'attire chez une femme, puis pour la femme, ce qui t'attire chez un homme, puis de renégocier tout ça, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Puis d'admettre, nous, les gars, puis comme les femmes aussi, qu'on a les deux. Absolument. On a les deux. Ce qu'on a de féminin, on nous a toujours dit, évite ça de toute façon, parce que... Moi, je me souviens, je luttais. J'avais 13 ou 14 ans, je luttais sur le gazon avec un de mes chums. Mais on est dans un âge comme une espèce d'innocence. Et il y avait une voisine qui avait appelé à la maison pour dire qu'on faisait des attouchements. Quand tu sais pas ce que c'est, Ça te révèle, là. et qu'on se met à en parler un peu et que finalement on descend pas au fond du problème puis qu'on se dit, tu te rends compte que le fait de toucher un gars peut-être, ça devient socialement tout à fait aberrant. Quelque part, moi je l'ai vécu personnellement. Moi, avant d'être dans le métier de comédien, parce que le métier de comédien, tout le monde se donne des babies. Avec les filles, c'est pas un problème, des bijoux et tout. D'un coup, il y a un gars qui te prend vers le cou, puis il te fait la collade. Et là, je sentais à quel point j'étais résistant. Puis là, tu te dis, pourquoi je suis résistant? Parce qu'on m'a dit quelque part. On me l'a pas dit en termes précis, mais j'ai senti quelque part, au moment où j'étais le plus malléable, j'ai senti que ça, dès que tu t'approches d'un gars, que tu prends par le cou, puis avec sa joue, tu peux pas faire ça à un gars. C'est déjà dur de donner de la tendresse à une femme. Comment ça peut être l'aide de le donner à un homme? Bon, mais Michel, comment ça se fait que j'ai bien de la misère avec vous autres, vous remettre dans mon sujet? Le sujet, est-ce que vous avez de la misère, vous autres aussi, à parler de ça? Est-ce que les femmes sont trop exigeantes? Qu'est-ce que vous voulez qu'elles soient, les femmes? Bon, on a su là, une chose, il ne faut pas qu'elles vous mettent toutes dans le même panier. Mais est-ce qu'elles sont trop exigeantes? Est-ce que les femmes ne veulent pas des matchs chauds la nuit puis des hommes neufs le jour? Ben, c'est moi qui vous Le souffle les nouvel homme, réponses. le jour, l'ancien, la nuit. Non, moi, ça me concerne pas du tout. Non, ça change J'ai jamais pas. vécu ça. J'ai surtout demandé, moi, le contraire. T'as demandé quoi? J'ai demandé des affaires à des femmes. Les femmes m'ont, en général, jamais rien demandé. Finalement, on est des êtres humains et on est combien de millions, de milliards sur la Terre? Si tu veux rencontrer un gars qui a les épaules 6 pieds de large, je vais le trouver. OK. Est-ce que vous voulez qu'une femme gagne moins que vous autres? Ou à des moindres jobs? Ben, moi, j'en connais beaucoup. Hein? Plus ou Je pense que c'est un mauvais gars. Ça, c'est un gag, ça. Madame Bertrand, Jacques Chevalier. j'aurais peut-être une façon de les garder dans votre sujet. Quoi? Avec la question suivante. Il y a plein de filles là, que Mme Bertrand connaît, là, qui viennent à la maison, tout ça. Là. Des filles entre 30 et 50 ans, là, n'importe quel âge. Là. Des filles qui ont de l'allure, physiquement, Pas des filles, qui ont une ça? carrière, qui sont autonomes, tout ça. Et il y en a un paquet, moi, une gang qui sont tout seuls, puis ils nous disent tous qu'il y a des gars qui en ont pas, puis qui en trouvent pas, puis que ça fait 5 ans, 8 ans qu'ils sont tout seuls, puis ils comprennent pas ça. Ben, t'étais dans la cuisine parce que je leur ai demandé, puis ils n'ont pas répondu. Oui, on a répondu, parce que la question, c'est pas de se trouver un gars.
La question, c'est pas qu'un sexe en trouve un autre. Mais oui, mais C'est c'est parce que trouver ça marche pas en C'est ce de trouver moment. quelqu'un. Je pense pas que ça exprime le fait que les gars sont en train de bouder. Là. Ça fait plusieurs fois que Bon, mais c'est j'entends. ça, On oui. dirait Bon. que les filles Ouais. trouvent pas de gars. Puis, Parce que les gars sont ce qu'on tirés. dit sous-entendu, c'est qu'ils sont en train de bouder. Les gars, ils sont dans leur Oui. coin, ils sont choqués. Je pense Ils que trouvent ça Non, donc. ils ont je pense que peur. ça a rien Ils à ont voir. peur. Est-ce qu'ils ont Les peur? gars, Ils ont peur de Ouais, trouver. ça se pourrait que les gars soient dans... D'être obligés de se mettre à table puis de mettre leur trip sur la table. Ils Et ont de peur négocier. ça. Et de En négocier. général, je parle... Mais tu penses pas quand t'as été patron toute ta vie, puis que ton employé, l'employé millénaire, dit « je veux ça, j'exige ça, je veux mon orgasme quotidien, je veux tout ça ». C'est ça que les femmes demandent. Je veux un gars intéressant, je veux un gars qui m'écoute. femme, quoi, qui veut l'efficacité dans le couple Mais la aussi, femme qui te dit ça à toi, tu lui dis, écoute, trouve-en un, là. Non, Mais là, il n'y en a pas. C'est un peu Comment comme il y si en on a disait pas? que les gars ont congédié les filles. là. C'est un peu ça que Ouais, je veux ben, dire. Puis peut-être, je pense pas que ça soit ça. Il y a carrément... on vit une époque où, dans le fond, les deux sexes se remettent en question. D'abord, il y a tellement de choses qu'on a vécues pour lesquelles on n'avait pas de modèle. Tu sais, on apprend le faisant. Ça, c'est très intéressant, ce que tu dis ça. Ce que tu dis là, on c'est vit des très choses intéressant. nouvelles, puis on n'a Ouais. pas trop de références. Ouais, ouais, Alors, c'est les vrai. filles ont entrepris un mouvement pour lesquels il n'y avait pas de mode d'emploi. Les gars ont réagi, il n'y avait T'as pas de raison. mode d'emploi. Les gars se cherchent maintenant des nouvelles façons d'être. Je pense que nous sommes, nous, les gars, en train de nous transformer. Pas facilement, mais on est en train de le faire. Et d'autant plus mêlés que les femmes elles-mêmes sont mêlées. Pardon? Vous êtes d'autant plus mêlés, les hommes, que les Absolument. femmes aussi sont Absolument. mêlées. Et on Avec des et c'est pas désirs vrai. d'être protégés Oui. et des désirs d'être autonomes. Moi, j'ai... Il y en a c'est combien pour parmi même nous, titre, il y en a ça. combien parmi Ben nous oui. qui sont avec une femme? Tous, hein? présentement? Ben, Oui. tous. Toi, t'es marié depuis 20 ans, Oui, toi? moi, je suis avec une compagne. ouais. Toi Ouais. aussi? Mais toi, 15 ans. 15 ans. Moi, je Ah, suis seul. ouais. aujourd'hui. T'es Je seul? pensais qu'on était tous seuls. Mais à tu part sais, ça. Non. Jeannette, il y a dans notre génération, je pense qu'on est relativement du même âge. 47. Bon, moi, j'ai 42. On a passé à travers pour relever ce qu'il a dit. On a dû, tant bien que mal, recevoir un paquet de choses. On a accepté la télévision. On a accepté l'eau chaude courante. On a accepté C'est dans mon l'immigration. temps, ça. Oui, mais... Bon, ben OK, c'est dans le mien aussi. Je voulais faire dire une fois quelque part que Jeannette avait 42. J'ai réussi. On a accepté l'immigration, les Noirs, les Chinois, les Arabes. On a compris que les Italiens, c'était pas tout vrai ce qu'on avait entendu dire oui. des autres, que les Juifs, c'était pas tous des voleurs, que les Noirs, c'était pas tous des paresseux. Puis il y a eu la vague qui nous a frappé en pleine face de l'émergence des femmes. Et la révolution Puis sexuelle. on a tant la bien que mal pilule. réagi. On s'est fait juger sévèrement pour l'ensemble, Le sans fromage. nos performances individuelles. Ouais. Puis on a essayé de s'ajuster. Puis là, on discute d'une chose qui est d'une problématique que certains viennent dire, ben moi, je vis pas ça chez nous. J'ai pas besoin de négocier, mais bon, il y a eu un bout de temps, je me souviens, un peu plus jeune, où... Écoute, tu dis que tu n'as pas besoin de les- négocier. Qui est-ce qui prend les grandes décisions chez vous? Une grande décision. doit être comme Acheter une maison. C'est les deux. Les deux. Ben, en tout cas, là, une fois, on n'a pas acheté une, puis c'est ma femme qui a dit non. Il y en a une qui décide Moi, mon grand-père, il donnait sa paye à ma grand-mère, hein, puis... ben, moi, quand j'en ai une, je fais à peu près pareil. Mais moi, j'ai été bien étonné quand Suzanne m'a dit à quelques reprises depuis quelques années que j'avais toujours été le moteur dans le couple des grands projets. J'avais toujours été celui qui défonçait les clôtures. Puis j'ai jamais eu l'impression, non, pas jamais, là, je mentirais, mais ça m'était pas apparu aussi clair que ça. Puis j'ai l'impression que, parce que j'ai un père qui était fonceur à tout crin, que je l'ai fait de façon automatique, mais j'ai bousculé aussi. Donc, à ma façon, j'ai été traditionnel jusqu'à un certain point parce que j'ai fait beaucoup des choses que j'ai voulu. Il faut croire que j'ai un bon sens de la conviction puis que j'ai réussi à le faire, mais... T'es puis bon négociateur. ben, oui, mais il faut croire aussi que ça avait Est-ce de que tu l'allure. trouves ça difficile, la vie de couple? On a eu une période très difficile il y a 12-13 ans où moi, j'étais le partisan, après avoir fait un bac en sexologie, que la communication dans le couple, on n'arrêtait pas de parler, un homme n'arrêtait pas de parler aux femmes parce qu'il était marié. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrêterait de faire l'amour avec d'autres femmes? Puis, ça a duré quelques années, ça. Puis, ce qui devait arriver est arrivé, c'est que Suzanne s'est amourachée d'un autre, puis elle a mis
son anneau sur la table. Et puis là, moi, j'ai développé une jalousie. Puis là, je suis devenu mauvais. Je suis devenu... Ça m'a obligé à grandir de façon incroyable. J'ai même fait 2 ans de thérapie, pas seulement moi, les deux. Et depuis ce temps-là, on forme un couple que je souhaite à tout le monde. Mais ça a été extrêmement dur. Mais c'était... Sans doute que j'avais des goûts machos, que je voulais faire l'amour avec bien des femmes, puis j'ai réussi, ça m'a pris des années avant de convaincre Suzanne. J'ai réussi à convaincre, c'est moi qui s'est fait pogner. La question, tantôt, tu disais qu'il y avait des femmes de 35, 40 ans, bon, qui avaient des jobs intelligentes, fines, attrayantes, il n'y avait pas de gars dans leur vie. Mais il faut dire aussi que les nouvelles femmes et les nouveaux hommes, en tout cas ceux qui mènent une carrière de front, ils ont donc moins de disponibilité, ils négocient toute la journée. Moi, je suis pas sûr, puis c'est pour ça que je suis tout seul en ce moment. Quelqu'un me psychanalysera, là. Peut-être. Mais ça me tente pas d'arriver chez nous puis de négocier puis de m'expliquer de vivre tout le temps. Je trouve ça... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Une femme, à part ça, quand j'ai dit... pas quoi? De Je négocier? négocie ma façon de vivre tout le temps, constamment. Je le demande pas, moi. On Je n'a ne pas demande pas à un s'expliquer, autre être je pense. pourquoi tu vis comme ça. Il y a quelqu'un Je qui me m'a dit dis, ça, il vit comme ça m'intéresse-tu de vivre avec? Non, ben non. Mais C'est ça. c'est tout. Je ne demande pas à quelqu'un, explique-moi non, là, pourquoi ça s'est passé comme ça aujourd'hui. Moi non plus, je ne supporterais pas. Et la vie, c'est compliqué, puis c'est difficile. Puis à un moment donné, il y a des soirs, tu rentres, tu n'as pas envie de te... Mais combien de gars sont pas capables de... Juste d'écouter. Je lisais un truc, je pense qu'il y a dans Ces hommes qui ne parlent pas. On disait, il n'y a pas de conversation. Les hommes ne font jamais de conversation. Ben, ça, c'est un peu généralisé, mais en général, les gars font pas de conversation. Les gars font des échanges. Une conversation entre gars, c'est une sorte de... Où c'est que t'es allé hier soir? C'est une sorte de challenge. Ou si il y a 2 gars qui parlent ensemble et qu'il y en a un qui est noir et que l'autre dit blanc, c'est rare qu'on n'arrivera pas à tous les 2 dire gris. C'est-à-dire que celui qui dit noir commence à mettre du dans son vin, et l'autre, et finalement, c'est un challenge où on essaie d'établir. On a une conversation à des tables, on soupe, 2 couples. OK? Bon, on parle du tonnerre. Et bon, une femme qui va te dire, il y a eu une orage hier soir, et elle va t'exprimer le sentiment qu'elle a vécu. C'est ça. Je suis en train de taper sur mon micro. Elle va t'exprimer le sentiment qu'elle a vécu. Et là, il y a un gars qui va te dire, c'est pas grave, ma chérie. Le tonnerre va t'expliquer ce que c'est. Le tonnerre, finalement, le bruit, c'est rien. Il t'explique tout ce qui se passe dans les nuages, puis les femmes, ils te regardent avec des grands yeux comme ça, parce que c'est pas de ça qu'elle parle. Elle parle d'un sentiment qu'elle a vécu hier soir. Puis finalement, no wonder qu'il y a... ça arrive très souvent. Les 2 femmes se parlent toutes seules. Les 2 gars C'est ça. font un challenge, à s'expliquer une conversation, puis à venir à peu près... Mais on au en même revient niveau. à ce qu'on disait au début. Peut-être que les hommes et Tout les à femmes fait, ne ça. sont pas faits pour vivre ensemble puisqu'ils se comprennent si peu, qu'ils sont jamais sur la même longueur d'onde. Non, moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je trouve que le défi il est dans le couple hétérosexuel. C'est le plus beau défi, je pense. C'est peut-être le plus dur défi. Mais toi, tu as l'air à trouver ça trop dur, ce défi-là. Reste Non, moi, vieux il garçon. va falloir que ce soit plus facile que ça. Parce que, Non, mais il n'y a pas le temps. Ah, mais pour être facile, j'ai une bonne recette. Prends-toi une fille soumise, il y en a encore. Non, mais c'est pas ça que je veux non C'est plus. détestable, ça aussi. C'est détestable, les filles soumises. Ben oui, mais... durable, ça. Mais oui, il veut pas négocier. Non, Alors, non, c'est pas que je veux pas négocier. Je veux pas que, C'est pas que tu négocies. c'est pas que je veux gagner. Je veux pas avoir à tout négocier tout le temps, tout justifier. L'égalité. Puis je veux pas avoir à demander non plus. Ça a 2 sens, ça, là. C'est de pas tout partager pour tout partager à tout prix, puis... c'est ça que je trouve aberrant dans le couple idéal. Il ne cherche pas la symbiose, comme vous dites, Mme Bertrand. Ouais, Parce qu'il n'est pas prêt. Écoutez, il n'est pas prêt à se il marier. est jeune, il est jeune, il est jeune, il est Il est bien jeune. jeune, il est bien jeune. Il est bien jeune. De toute façon, la symbiose, là, c'est une vue de l'esprit, puis ça arrive jamais. Puis une des raisons pour lesquelles nous nous sommes tellement déçus, les hommes et les femmes, c'est parce qu'on a toujours recherché la symbiose. Et on avait un peu une vision Richard et moi, harlequin. on dit c'est pas vrai. Bon, ça. peut-être, mais moi, j'ai un peu de mal à penser qu'on va parvenir à la symbiose. De toute façon, la symbiose, c'est le contraire de l'égalité. Si tu pars de 2 et que tu aboutis à 1, il en manque un. C'est ce que j'ai déjà dit. C'est ça, les 3 personnes en Dieu. Non, mais il y a une C'est un autre étage. Richard veut dire quelque chose, oui. L'homme et la femme, s'il y a 2 sexes à la Terre, c'est parce qu'ils sont différents. Donc, je me dis, quand il y a un respect de ces différences-là, puis qu'il y a un respect et une admiration des personnes qui sont ensemble,
il y a des moments de symbiose qui sont extraordinaires. Des moments, on parle de moments. Ben oui, mais il peut y en avoir suffisamment pour qu'on fasse un constat ou un jugement très... On n'est pas en train de dire que le couple ne devrait pas exister. On est en train de dire que la symbiose, là, cette espèce de rêve harlequin où ils se regardent, ils forment qu'un et ils veulent les mêmes choses, c'est pas vrai. Il y a des moments où on a besoin de distance. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a des moments où on a besoin de vivre d'autres choses et on ne peut pas toujours tenter de vouloir être harmonieux à tout prix. Parce que très souvent, l'harmonie à tout prix, ça a conduit au sacrifice. Puis c'est ça qui nous a amené à la déception. Les femmes ont été déçues des hommes à cause de ce rêve-là, parce qu'on avait beaucoup vendu la symbiose aux femmes. Hein. Dans un couple qui va bien, tu le retrouves par moments. Voilà. Ce soir, ça a été absolument magique. Mais le lendemain matin, on peut s'engueuler sur un... On fait un banquet sexuel. Oui. Voilà, ça existe. c'est OK. Il y a des lunchs ça existe. il y a des banquets. On n'est pas en train de parler de diviser la planète. Il y a des lunchs puis des banquets. J'aime beaucoup l'expression. Il y a des lunchs puis il y a des banquets. Bon, mais là, vous ne m'avez pas encore... On n'a pas répondu à Jeannette. Vous ne m'avez pas répondu du tout. Mais qu'est-ce qu'elle veut savoir? Je veux savoir, est-ce que vous avez quelques petits reproches? Quelques petits reproches aux Il y en a femmes. un Bon, qu'on m'a confié cette semaine, c'est que un fonctionnaire me disait qu'il comprenait qu'on puisse établir des quotas pour l'emploi des femmes dans la fonction publique. Parce que, traditionnellement, les femmes ont été moins nombreuses, moins bien payées. Mais lorsque ça a impliqué que lui a pu voir passer une promotion, lui passer devant le nez parce qu'il était le 3e sur un concours où il y avait 3 femmes nécessairement qui devaient être engagées, puis il y avait seulement 2 hommes. Puis lui, il est arrivé le 3e comme homme, il a perdu l'emploi. Donc, lui, il s'est dit, ça m'enrage. Je peux pas, j'ai de la difficulté à vivre ça parce que c'est un manque de justice. Parce que j'aurais peut-être été plus compétent qu'une des 3 femmes qui étaient là. Alors ça, c'est une... Puis ça fait seulement que commencer, ça, cet aspect-là. C'est tout récent. Mais puis c'est pas rendu dans l'entreprise privée non plus. Mais à partir du moment où ça va de plus en plus... Pour réparer une injustice, d'après toi, on fait une autre sorte d'injustice. Moi, je pense qu'il faut regarder la collectivité. Je trouve, je l'ai dit tantôt, puis je vais le redire, je trouve que les femmes n'ont pas assez de pouvoir dans la société. Puis plus les femmes vont avoir du pouvoir, plus la société va être humaine, puis moins on va faire de bombes. Moi, je pense que plus les femmes vont avoir de pouvoir, plus les hommes vont avoir peur et vont se retirer dans le silence. Moi, j'attends des femmes qui arrêtent d'attendre que j'ai compris pour continuer. Il y en a des femmes qui n'attendent pas. On peut en nommer des directrices de marketing pour des grandes marques de bière. Je n'emmenais pas le nom pour ne pas faire de publicité. Il y en a des femmes comme Lise Wattier. Il y en a des femmes dans le monde des arts. Et ils n'attendent pas. Ils l'ont pris leur place. Puis j'en connais une, entre autres, dans une grande compagnie de brasserie. Au prix de quoi, souvent? D'être Au seul. prix oui, peut-être. D'être seul. C'est pas à cause de moi, ça. C'est peut-être à cause de son boss à elle, qui est un ancien joueur de football. Je ne sais pas, c'est de la faute à qui. Mais elle n'a pas attendu. Puis elle a pris sa place. Puis elle la tient. Puis Lise Wattier n'a pas attendu. Qui est-ce qui a dit tantôt que l'égalité, c'était pas possible? C'est toi, Michel? Non, j'ai pas dit ça. Qui est-ce qui a dit que La symbiose, c'était pas Non, mais l'égalité, cette égalité que veulent les femmes, là. L'égalité, C'est toi, moi, je parle plus de proportionnalité parce qu'une égalité, ça suppose que 2 choses sont égales en tout point. Puis les hommes et les femmes sont différents. Donc, c'est pas possible. C'est possible, ça, d'une part. Mais qui devrait être un peu plus supérieur à l'autre si c'est pas pareil? S'il n'y a pas d'égalité, il y a toujours quelqu'un. On n'est pas pareil, mais c'est pas qu'on est... Je dirais, on n'est pas pareil, c'est tout. Ce qui a fait peur aux femmes... Comment on n'est pas pareil? Je suis pas pareil comme toi. Mais non. Absolument, voilà. Pareil comme lui. dans le discours des femmes, c'est qu'ils ont parlé d'égalité en termes de domination en revirant ce qu'ils avaient subi. Ça énerve, parce qu'une domination pour domination, c'est pas plus agréable pour les uns que pour les autres, ça l'a été. L'égalité... Mais nous autres aussi, je suis la seule à défendre les femmes. Nous autres aussi, on n'avait pas de modèle. On les défend, les femmes. On n'avait pas de modèle, nous autres aussi. On répond pas à ta question. On n'a pas eu de modèle, nous autres aussi. Quand les femmes ont développé leur discours féministe, là, peut-être qu'ils nous ont reproché de ne pas être à l'écoute, de ne pas avoir été assez tendre, de ne pas avoir été assez émotif. Mais qui nous a éduqués pour ça? Qui nous a préparés à ça? Des mères soumises. Des mères soumises. C'est là tes rechutes. Des mères, mais Des mères soumises. Oui, mais des mères qui... Ben moi, je peux pas parler comme ça, parce Non, que on ma va mère, s'en j'en étais sortir pas de une ça. soumise. Oui, mais- non, pas mais du tout. en général. La mère, chez nous, c'était l'homme de la Ça se peut famille. pas. Est-ce que vous êtes inquiet pour le couple?
est-ce que ça va mal? Non, je pense pas, je pense. Cependant, on est dans un espace de passage, c'est-à-dire des hommes nouveaux puis des femmes nouvelles, mais avec des vieilles mémoires. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est très bon. Et on est en train de se demander d'ajuster nos mémoires, tu sais, puis c'est pas évident qu'on va le faire du jour au lendemain, mais moi, je suis pas inquiet pour le couple. Je pense qu'on risque de vivre des couples pas mal plus intelligents si les hommes cheminent d'une façon sensible vers eux-mêmes et si les femmes continuent la même chose. Est-ce que tu penses pas que Michel, on a encore des vieilles comprennent mémoires. tout ce que les femmes attendent, mais entre ce qu'ils comprennent et la pratique, c'est là que ça se gâte. On a des vieilles mémoires. La question, c'est de savoir si les hommes ont fait des progrès, peut-être. Est-ce qu'il y en a fait? Est-ce que tu faudrait le demander aux femmes. Peut-être que, comme à la bourse, il faudrait surveiller nos actions. Plus quotidiennement. Au lieu d'attendre que ça crache ou que ça monte, en espérant que ça va toujours monter. Comment ça se fait que les femmes... Si les gens avaient écouté ceux qui en ont parlé en faisant le parallèle à la bourse, on aurait pu détecter, peut-être pas chez le courtier, mais chez certains journalistes ou d'autres, que ça s'en allait puis que ça avait été much ado about nothing. C'est ça. Puis qu'on avait pu développer une prudence puis avoir des gestes en conséquence. Mais là, on braille parce que ça a tombé, on est trop content parce que ça a monté, puis en attendant, on n'a rien vu passer. Puis nos actions avec les hommes et les femmes... Il y a des hommes encore, je prie de te croire, qui ne voient rien passer en ce moment, puis qui veulent que ça soit comme avant. Madame Bertrand, les gars, un instant. Oui, on faut annoncer que c'est la semaine prochaine pour continuer. On a un petit spécial. Bon, la semaine prochaine, il y a un spécial. 2 pour 1. Il y a un spécial. J'ai invité Yvon Maillir, on va faire comme s'il n'était pas là. J'ai invité à ma table 5 femmes battues. Mais comme je voulais savoir pourquoi les hommes battent leurs femmes, j'ai invité des hommes aussi qui ont beaucoup de violence vis-à-vis de leurs femmes. Alors, vendredi soir, je vais avoir les femmes battues, et samedi soir, c'est la première fois qu'on fait ça, samedi soir à 8 h, j'aurai les hommes qui vont venir s'expliquer. C'est la première fois qu'ils acceptent, que des hommes acceptent de venir se dire, ben voici, j'ai peut-être des raisons de battre les femmes, j'ai peut-être un conditionnement moi aussi. Je l'ai battue, elle écoutait. Le rachat des actions Réa par les compagnies protège-t-il le portefeuille des actionnaires? Dans un moment, l'indice avec Louis Bergeron. En nous aimant par-dessus tout, nous saurons tant leur faire envie que d'autres ailleurs voudront aussi à leur tour dire oui à l'amour. Oui, comme on dit je t'aime. Oui, mon amour. Tous les célèbres viennent, oh oui. Au Québec. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et vous avez vu, à un moment donné, elle a complètement oublié son micro, est arrivée en avant, puis « Oui, mon amour! » C'était impressionnant, émouvant. Là, c'est drôle, je vous le fais, mais c'était vraiment pas drôle quand elle le fait. Ça rentrait partout.
Tout le monde entendait Mme Ginette Renault. Je tenais canton de l'Est, puis je l'ai entendu chanter ce matin. Ça me surprend pas. Regarde, t'étais invité à mon mariage, puis t'es pas venu bien. Je travaillais dans je un spectacle en province. Non, c'est des farces que je te fais. Mon cher René, je suis assez content de voir que tu reviens à la télévision. Je pense que c'est une de tes premières émissions là, depuis, oui, depuis le mariage. oui, à peu près. Oui. Et je veux savoir une chose. Est-ce que tu vas nous présenter un nouveau spectacle partout à travers le Québec, à travers le Canada, un nouveau spectacle René Simard bientôt? Il y a des gros projets. Peut-être une tournée pour cet été à travers le Québec. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Mais aujourd'hui, on sait comment ça coûte faire des tournées à travers le Québec. Il faut que ça soit rentable. Puis je comprends les promoteurs aussi. Alors, on essaie d'ajuster ça pour que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content. On va faire de la promotion en Europe, le fin succès là-bas, puis il revient nous présenter un spectacle à la J'ai Place bien des hâte, Arts. en tout cas, parce que je m'en... Bon. Là, René, t'as vraiment quelqu'un de bien spécial à nous présenter comme star d'un soir. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui fait pas de télévision souvent. Justement, on a un petit vidéoclip. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que c'est tout de suite? Oui, c'est mon père. Ton papa. Ton invité, à toi mon fils, mon cher René, à cette heure de soir je viens te rencontrer pour te crier cet amour, amour du père, amour d'amis, amour de cœur et de l'esprit, et la valeur de ce que je dis, c'est d'être ton père, mon ami. Salut René, à tantôt. C'est merveilleux. Jean-Jacques Simard. Hey, merci, papa. C'est bien beau. Je suis très ébahi. Mon Dieu, j'ai de la misère à parler, moi. Papa, hey, c'est très gentil, ça, c'est bien. Là, quand je sais plus quoi dire, là, c'est ça. J'adore. Vraiment, il a préparé ça spécialement pour toi, puis je sais que tu n'avais pas vu ça, c'est une beau. surprise. Non, pour non, toi. c'est vraiment. Vous faites bien les choses, vraiment. On lui a demandé de chanter à l'émission avant qu'on voit ça, parce que je ne l'ai pas vu. Il n'avait pas vu ça avant. On lui a demandé, qu'est-ce qu'il nous a dit, ton père, quand on lui a demandé de chanter, tu viens-tu? Oui, parce que mon père, j'ai demandé premièrement, papa, veux-tu chanter à cette heure d'un soir? Il dit, non, mon fils. Il dit, tu comprends, moi, je suis cuisinier. Puis il dit, quand les gens s'attendent d'avoir du filet mignon, passe-le pas du pâté chinois. Ça fait qu'il dit, j'aurais l'impression de leur offrir du pâté chinois. Mais c'est pas vrai, je l'ai entendu chanter. Mais ce soir, il vous offre un monologue qu'il a écrit lui-même. Mon père que j'adore, Papa Simard. Être grand-père, c'est comme un pouvoir qui m'autorise à aimer sans jamais sévir. C'est comme une douce revanche face au temps où j'aurais voulu me river à l'aurore de ma paternité. De ces moments où je regardais partir aussitôt grandis ces enfants que j'aurais voulu garder petits. Être grand-père, c'est d'avoir le souci de la générosité, du sourire, et voir sur ces visages la reconnaissance qui se lit dans ces yeux d'une profondeur que l'on croirait engendrée par le fleuve, m'inspire un sentiment de richesse, de noblesse, qui m'indique que face à ce phénomène, je n'ai aucun droit, je n'ai que des devoirs. Et dans ces randonnées avec lesquelles, parmi, quelquefois je m'aventure, où j'observe leurs petits pieds fragiles et indécis, aborder de terre trop aride, j'observe l'endroit où ils poseront le pas, afin de leur éviter une chute qui pourrait leur faire croire au lendemain. Et lorsqu'après tant d'efforts, le sommeil comme un nuage les enveloppe, penchés sur ce visage où qu'aucun signe ne peut trahir, on croirait les entendre rire avec les anges. Et c'est à ce moment que j'assiste à la naissance de la sérénité, source sublime de foi et de pureté. Et dans tout ce tourbillon de joie enfantine, où je réalise que j'assiste à leurs premiers ébats, j'évite de penser que sans le savoir, à leur tour, ils accompagnent mes derniers pas. Qu'importe, je suis grand-père.
Un employé qui reçoit une hausse de salaire de 4 quand les prix augmentent de 4 également voit son pouvoir d'achat demeurer au même point. Le second facteur, c'est la hausse de la productivité. Un employeur qui augmente son efficacité pourra partager avec ses employés le gain résultant de la productivité accrue. De même, un employé qui augmente son rendement peut s'attendre à une hausse de salaire supérieure à l'inflation. Gilles de Robert, bonsoir. Le salaire moyen au Québec, on va le connaître dans quelques semaines avec les chiffres de Statistique Canada. Si on parlait plutôt des augmentations qu'il y a eu depuis quelques années, qu'est-ce que ça a l'air exactement? Si on s'attarde à cette année, l'augmentation moyenne qu'on prévoit, c'est de 4,3 c'est fait à partir de diverses enquêtes sur la rémunération. Mais si on revient 5 ans en arrière, disons à partir de 1981, les augmentations de salaire moyennes des Québécois ont toujours été inférieures au taux d'inflation. Inférieures? Inférieures au taux d'inflation. Donc, on n'a pas vraiment gagné sur le taux d'inflation, on a tout simplement maintenu et un peu en deçà. On a maintenu ou perdu une partie de notre pouvoir d'achat. Oui. Ça, que ce soit dans l'entreprise privée ou dans le secteur public? Les deux. Les deux. ont... Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher plus haut que ça? Il y a un facteur qui peut expliquer ça, c'est que suite à la crise économique, beaucoup de groupes de syndiqués puis de non-syndiqués ont préféré aborder un ralentissement de leurs augmentations de salaire pour, d'un autre côté, là, avoir une sécurité d'emploi. Alors, on a fait on a fait des concessions monétaires pour avoir un peu plus de sécurité. Pour avoir plus de sécurité d'emploi. Quand on fait, parlant de sécurité d'emploi, quand on fait des comparaisons, et on l'a fait tout le temps, la comparaison au Québec entre le secteur public et le secteur privé, est-ce que c'est juste de faire ça? Il faut peut-être être prudent quand on compare là, les deux échelles salariales, puisque dans l'échelle salariale du secteur public, il y a une variable très importante qui est celle de la sécurité d'emploi. Donc, on garantit une forme de garantie financière qui est rattachée à ça, qui n'existe pas dans le secteur public ou qui existe peu. Donc, quand on compare public et privé, il faut toujours être prudent. Si je comprends bien, à l'avenir, il y a un mouvement qui se développe. On va parler beaucoup plus de bénéfices marginaux que de salaires, finalement. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en tenir, justement, à l'inflation et plutôt aller chercher des bénéfices marginaux? Si on regarde ce qui s'en vient, peut-être dans les 5 prochaines années, en termes de rémunération, les employés vont avoir beaucoup plus d'avantages sociaux. C'est-à-dire que la portion salariale, la portion salaire de la rémunération va rester semblable, va rester la même, c'est-à-dire qu'elle va suivre ou être de très près du taux d'inflation, tandis que l'employeur va offrir aux employés la possibilité de bonifier ses avantages sociaux. Comment, par exemple? Par exemple, on peut parler du principe de la cafétéria ici. Un employeur va offrir à ses employés le même plat principal. On prend une image, par exemple, des produits d'assurance collective, un fonds de pension, une caisse de retraite. L'employeur a le choix de choisir le dessert ou l'entrée qui lui plaît. Ça pourrait être une assurance optique, ça pourrait être une assurance auditive, des produits de rente, des produits de retraite. Plus individualisé comme service, finalement. Beaucoup avec plus tout le monde le même salaire. individualisé. Pas tout le monde le même salaire, mais on suit le taux d'inflation et on peut choisir ce qu'on veut. On peut choisir ce qu'on veut. À ce moment-là, ça, c'est pour les syndiqués, mais qu'est-ce qu'il y a syndiqués. pour ceux qui ne sont pas syndiqués? Parce qu'il y a quand même 70 des gens au Québec qui ne sont pas syndiqués. Pour les non-syndiqués, il y a un mouvement très important qui se dessine, qui est celui de la rémunération au mérite. C'est-à-dire que le salaire, la rémunération totale de ces individus-là sera en mesure de la contribution qu'ils vont avoir apportée à l'entreprise. Ici, on parle de la méritocratie corporative. La méritocratie. Donc, plus on va travailler ou plus on va produire et plus on va faire sauver de l'argent à l'entreprise ou en faire faire, plus on sera payé. Oui, notre de bonus, rémunération. quoi, finalement. Pas toujours sous forme de bonus. Hein. Ce sera sous forme d'avantages sociaux, ce sera sous forme de participation au profit de l'entreprise. Gilles de Robert, merci beaucoup. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une maison ou payer un loyer et investir la différence de coût? Prenons par exemple une maison de 120 000 $ et un loyer de 450 $ par mois.
Vous payez 20 000 $ comptant sur la maison, vous prenez une hypothèque de 100 000 $ à 10 Ça va vous coûter 895 $ par mois. Avec une plus-value de 4 par année, dans 25 ans, la maison vaut 319 000 $. Si vous payez 450 $ par mois pour un logement, vous sauverez donc théoriquement 445 $ en comparaison avec les paiements de la maison. Si vous investissez cette différence pendant 25 ans, un rendement de 4 après impôt, et il faut naturellement tenir compte de l'augmentation annuelle du loyer, vous aurez 132 000 $. Donc 319 000 $ versus 132 000 $. C'est à vous de faire le choix d'acheter ou de louer. On vous revient tout de suite. L'indice vous est présenté grâce à la participation financière de Petro-Canada. Vous allez bien? Ma belle Michel, on va te remettre ta plaque qui te consacre Star d'un soir. C'est ça. Un petit message publicitaire, on va revenir dans quelques instants. Shangri-La. Ah, je vais vous demander de nous présenter à la caméra 2 votre star d'un soir. Je vous présente mon amie Nathalie Choquette qui va vous chanter I Don't Love You Anymore. C'est une chanson écrite par son mari, Hanny George Coriati. I don't love you anymore. I don't need you anymore. You don't hear me when I say it's time for you to go away. It's time for you to go away.
avec son aigle ravalé, son chagrin sous ses grands chapeaux. La vie ne fait pas la nana. Y'a que Chanel qui avait compris les dames, la seule qui avait du style et du goût. À croire que l'infâme, elle aimait les femmes, n'allez pas le répéter partout. Je vous suggère, mesdames, mesdemoiselles, de venir vous habiller chez moi mes gazelles. La femme est chez elle, je l'habille toute nue avec mon drap. Hey, la mode, papa, c'est ce qui va. Quand ça ne va pas, va te faire voir par un autre, c'est pas lui. La mode, papa, c'est ce qui va. Tout le monde la voit, les couturiers sont là. La mode, papa, c'est ce qui va. Quand ça ne va pas, va te faire voir par un autre. La mode, papa, c'est ce qui va. Tout le monde la voit, les couturiers sont là. Hey, la mode, papa, c'est ce qui va. Quand ça ne va pas, va te faire voir par un autre. La mode, papa, c'est ce qui va. Tout le monde la voit, les couturiers sont là. La mode, papa, c'est ce qui va. Quand ça ne va pas, va te faire voir par un autre. Alors, t'as reconnu tout le monde? Eh bien, écoute, Serge, je voudrais quand même que tu me présentes ta troupe. Ben écoute, là nous avons Stéphanie de Monaco qui est sur son rocher. Oui. Oui. Nous avons notre petite Mireille Mathieu internationale qui représente la France dans tous les pays français. Michou, je dis, allez voir Michou, d'ailleurs, c'est un spectacle formidable. Il a un spectacle, on se marre, c'est gai, c'est rare en ce moment à Paris. Oui, ça. Allez, oui, n'est-ce pas? Et nous avons Jeanne, qui n'est pas à la masse, mais qui est très bien dans le cuir. Et puis, bien sûr, Sylvie Vartan, qui fait Las Vegas depuis 20 ans maintenant. Alors, Michou et ses michettes, eh bien, je crois peut-être que c'est une première, parce que c'est la première fois, quand même, que je te vois en compagnie de la compagnie de Michou. Ah, mais c'est pas la première fois que j'y vais, par contre, mais je suis très copain avec Michou. Il vient d'ailleurs des fois déjeuner en bas de chez moi. Je l'ai rencontré un jour au café bordelais. Oui, bah c'est fait. Oui, c'est dit. Ça veut dire qu'on y mange bien. On y mange bien, voilà. Bon. Dis-moi, si j'ai bien écouté ta chanson, Serge, tu as bien dit que tu voulais prendre 4 jolies filles sous tes draps. C'est ça. Habillées avec les draps. Bon, eh ben, tu peux y aller maintenant. Je vais te fâcher avec tous les couturiers de Paris. Qui évolue vers une société toujours plus francophone, plus canadienne-française, ben, les mariages mixtes se font de plus en plus avec des Canadiens français ou des Canadiennes françaises. Et vous les retrouverez ailleurs, ici, dans le cimetière. Et puis, ils portent des noms de Gilbert, Hood, et ainsi de suite. Ce groupe-là est le premier à se situer entre français et anglais. Et il n'a jamais perdu cette caractéristique. C'est sans doute le groupe le plus bilingue au Canada. Et il est allé de l'un à l'autre. Et il a toujours eu des bons rapports avec le groupe français. Moins facile, curieusement, avec les Anglais. Mais par ailleurs, il restait près des Anglais à cause de leur intérêt pour les affaires. Il n'y avait pas des intérêts que pour les affaires, mais il y en avait pour les affaires. Mais surtout à cause de leur attachement à la grande communauté juive d'Amérique du Nord, qui, elle, parle anglais. Alors, ils ont donc pratiqué l'anglais pour garder leur attache à l'ensemble de la communauté juive nord-américaine. Mais ici, ils étaient très près des Canadiens français. Mais 1830-1832, déjà, c'est acquis. Les citoyens d'origine juive ici sont des citoyens au même titre que les Canadiens français et, bon, les Canadiens juifs. Oui, à part entière. Après 1860, une deuxième vague d'immigration juive se produit. Ils arrivent cette fois de Pologne, de Lituanie, de Russie, de Galicie, de Roumanie. En l'espace d'une vingtaine d'années, 30 000 Juifs viennent au Canada. Ces derniers ont grandi au cœur du judaïsme de l'Europe de l'Est. Ils sont très spécifiquement de culture juive, de langue yiddish. Accueillis par les Juifs déjà installés ici, très vite, ils vont exiger leur propre synagogue, vont bâtir leur propre communauté. Comme ils sont plus nombreux, ils vont submerger les vieilles familles juives et vont créer le monde yiddish, la communauté juive très fortement caractérisée qu'on retrouve aujourd'hui. C'était un phénomène totalement inconnu pour le monde québécois catholique. Il n'y avait aucune référence dans la littérature catholique traditionnelle. Il n'y avait rien qui aurait pu amener nos gens ici, notre élite, à comprendre du premier coup ces gens-là. Et de même, les gens qui venaient de Russie n'avaient pas rencontré de catholiques dans le sens qu'on entend ici. C'était deux terres inconnues qui se rencontraient pour la première fois. Ce
qu'il a fallu et ce que ça a pris, ça a été la guerre. Le Québec a subi, avec la guerre, avec les déplacements, avec les services militaires, avec le début de tout un phénomène d'ouverture sociale, d'américanisation, a subi une ouverture comme il n'y en avait jamais eu avant. Et du jour au lendemain, on s'est rendu compte que le juif, c'était pas l'ennemi du peuple québécois, c'était pas l'ennemi de la religion catholique, c'était pas non plus la rapace qui suçait les petites épargnes québécoises. Tout ça, ça n'avait aucun sens. Tout ça, c'était du matériel importé d'ailleurs. Et on est devenu complètement indifférent à la question juive dans les années 40. D'hostile à indifférent. Pourquoi pas d'hostile à avoir un peu de compassion, d'affection ou de... Parce qu'on avait imaginé un juif de légende, on avait mythifié le juif. C'était une sorte de personnage qui n'existait pas. Et pour le rencontrer dans la réalité, il fallait déconstruire ça, je pense. Et c'est la Révolution tranquille qui va avoir comme conséquence de nous faire progressivement découvrir le juif tel qu'il existe en chair et en os ici au Québec. Je crois que les Québécois ont été francophones, je ne veux pas dire les Québécois dans le sens total, ont été happés par des mouvements sociaux, ont été happés par des questionnements, par le nationalisme, leur propre nationalisme, mais ils ont complètement oublié la question juive. Et aussi, bien sûr, on peut expliquer ça de cette façon-là, l'Église catholique a cessé d'être le cœur de l'identité ethnique québécoise francophone. On a remplacé la religion par la langue. Et à partir du moment où on accepte que c'est une langue qui est notre identité, il suffit d'apprendre la langue pour devenir comme nous. C'est très simple. C'est beaucoup plus difficile pour un juif de devenir catholique que francophone. Ce sont les protestants qui les accepteront dans leurs écoles. Et à partir de ce moment, la communauté juive va s'angliciser. Dès que la majorité des Juifs sera canadienne par naissance et non plus par naturalisation, ils s'angliciseront massivement. Ils abandonneront leurs traditions et le yiddish pour devenir canadiens à la manière des Canadiens anglais. De plus, en Amérique du Nord, la communauté juive la plus importante se trouve à New York. Le juif québécois veut parler anglais pour participer à la vie économique nord-américaine. Ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas appris le français ou ne se sont pas intéressés ou n'ont pas dû commercer en français, parce que dès qu'on fait du commerce à la petite échelle, on est ce qu'on appelle un peddler ou un vendeur, un revendeur, il faut parler la langue des gens. Mais ça veut dire que l'ensemble de la communauté s'est orienté très vite. C'est assimilé, c'est réellement une assimilation linguistique. On a vu que les immigrants juifs, après s'être facilement intégrés aux Canadiens français, se sont par la suite anglicisés. Au milieu des années 50, cependant, nous assistons à un revirement de situation, avec l'arrivée d'un groupe important de juifs francophones et de culture française en provenance d'Afrique du Nord. Et cette rencontre, cette fois, ne sera pas sans lendemain. Dans les années 60, la question de la religion n'est plus au cœur du débat social, politique ou culturel au Québec. Et on peut se marier avec une personne d'origine juive, c'est la langue qui devient la base de l'acceptation des immigrants. Elias Malka est l'un des premiers de cette nouvelle vague juive de culture française. On voulait être donc dans le monde francophone, mais là encore on avait un problème, c'est celui de la religion. D'un côté, on ne pouvait pas être avec les juifs anglophones parce que la langue ne nous rapprochait pas. Et de l'autre côté, quand on voulait aller avec les Canadiens français, qui étaient naturels parce qu'il y a la langue et la culture, eh bien on avait le problème de la religion. Et nos enfants, donc, ne pouvaient pas aller dans les écoles françaises. Il fallait donc s'intégrer dans le milieu canadien, je veux dire, dans le milieu juif anglophone. Donc, on s'est regroupés et nous avons créé l'association séfarade francophone. Donc, je suis un des fondateurs pour, justement, pallier à cet isolement, parce qu'on n'était ni à gauche ni à droite, mais nous étions dans une situation un petit peu difficile. Mais vous allez voir, avec le cheminement, avec le passage du temps, nous avons pu nous intégrer dans la communauté francophone canadienne, beaucoup plus que dans la communauté anglophone, quoique nous sommes visibles et partout dans les deux communautés. Je préfère beaucoup aujourd'hui ce dialogue judéo-chrétien, où on se retrouve, où on parle les mêmes langues, où même si on ne parle pas la langue, mais ensemble on s'identifie comme des gens d'une population, d'un peuplement ou dans une société où nous vivons. Aujourd'hui, bien, vous retrouvez les Québécois de Canadiens de souche française avec d'autres Québécois
comme moi, qui suis marocain d'origine, juif de religion, mais, et qui j'ai tellement d'affinités avec les Québécois. Mais disons que toute la grande communauté, par l'attitude globale, par le libéralisme de l'Église catholique, par le fait qu'il y a moins de cloisonnement, par le fait qu'on appartient au parti politique, on comprend mieux les choses, et il y a donc cette démocratie à souhait dans ce pays, magnifique que nous aimons, eh bien, je pense on se dilue, il n'y a plus cette résistance ethnique que nous aurions connue si les positions des Canadiens français n'avaient pas changé. Il y a d'ailleurs, vous verrez que dans la communauté juive francophone, c'est-à-dire, il y a une grosse, forte proportion de mariages mixtes entre Canadiens français et juifs de langue française, énormément. Et bon, c'est naturel que la langue a été le moyen de... Vous savez, vous allez à l'Université de Québec aujourd'hui, vous avez des étudiants marocains. Donc, qu'est-ce que vous voulez, c'est la nature des choses. La jeunesse est là, il étudie, il est avec la jeune fille, il sort, et puis il s'aime, et puis eux, ils s'en foutent pas mal, il n'y a pas ce cloisonnement. La manière dont on a traité les Juifs, le Québec s'est adapté à ces minorités, souvent en prenant les Juifs comme une sorte de groupe type, de point de repère fondamental. Et je crois que les Juifs ont brisé la glace au Québec. Vous voulez dire, j'essaie de simplifier, vous voulez dire qu'on s'est dit finalement, consciemment ou non comme société, si on était capable d'accepter ces Juifs qui étaient si différents de nous qu'on ne comprenait pas, c'est facile d'accepter les autres? En quelque sorte. Et si les Juifs acceptent de rester ici, de vivre parmi nous, eux qui sont quand même d'une tradition très différente, ça veut dire qu'après tout, probablement le Québec est un endroit accueillant pour tout le monde. Il est fascinant de voir s'ajouter à la réalité québécoise des apports de groupes ethniques qui, comme nous, deviennent québécois. Avec l'exemple juif, c'est la force d'accueil de notre société qui devient le gage de notre enrichissement collectif futur. Mais pour combien de temps? Dans la dernière émission, c'est la question que nous allons poser à des gens d'ici. Qui n'a même pas 30 ans. Bonjour maman. Le rideau commence à se lever. Les sœurs vont prendre leur place. Samedi 7 novembre. La première répétition sans interruption de Bonjour là, bonjour, version 1987, dirigée par René Richard Cyr. Ni décor, ni costume, dans une salle de répétition du Théâtre du Nouveau Monde, dans le quartier Saint-Henri. Aussitôt que j'ai mis le pied dans l'avion, je me suis rendu compte que c'était tout réfléchi d'avance. Je t'aime. Autour du metteur en scène, on retrouve l'auteur, Michel Tremblay, et le directeur artistique du TNM, Olivier Reichenbach. Ensemble, ils ont choisi René Richard Cyr. Pourquoi René Richard? Parce que, mon Dieu, a priori, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, Tremblay. Moi, j'aime le bonhomme, on aime ce bonhomme-là. Il a une sensibilité, il a une intelligence, un humour remarquable. Et comme
Moi, je tiens au TNM à ce qu'on développe de nouveau, on donne la chance à des jeunes metteurs en scène. Je crois que c'est très important qu'ils viennent se confronter à des œuvres importantes. Alors le choix s'est naturellement porté vers lui. Le vénérable théâtre du Nouveau Monde, après avoir failli mourir, semble maintenant rajeunir. Un directeur dans la quarantaine, un metteur en scène qui n'a pas 30 ans, et de nouveaux locaux où seuls de vieux souvenirs accrochés au mur trahissent l'âge de l'institution. Par contre, le TNM se retrouve parmi les rares gardiens des traditions et du répertoire. Ce qui était dans le temps un peu le théâtre alternatif, hein, l'autre théâtre, le théâtre marginal est devenu le théâtre courant, le théâtre de tous les jours, le théâtre de tout le monde. Le TNM se redéfinit maintenant en revenant vers ce qu'il était dans le temps, c'est-à-dire un théâtre d'abord de grands répertoires classiques et modernes. Maintenant, c'est le TNM redevient lui aussi le théâtre alternatif. J'ai une offre à te faire, papa, puis je veux une réponse tout de suite. Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère d'une indigne rougeur, couvrir le front d'un père? C'est ainsi que le théâtre du Nouveau Monde prépare un Tremblay dans une salle et un Racine dans une autre. D'un classique québécois assez récent à un classique français du XVIIe siècle. Olivier Reichenbach assure la mise en scène de la tragédie en vers de Jean Racine, Phèdre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'effectivement, maintenant, le théâtre, je crois, au Québec, est entré à peu près dans les mœurs. Dans le temps, c'était encore un peu exceptionnel, peut-être, d'aller au théâtre. Il y avait beaucoup moins de compagnies. Maintenant, on a vraiment l'impression que l'activité théâtrale, c'est devenu une activité normale parmi d'autres. C'est entré dans les mœurs. Et ça, c'est vraiment formidable. À tel point qu'on préparait en même temps à Montréal une reprise d'un Tremblay et une reprise d'un Gélina. Ça coûte trop cher, les cours classiques. Le théâtre du Rideau Vert propose un classique de l'humour québécois des années 40, les Fridolinades de Gratien Gélina. M'entends-tu? OK. Parce qu'on n'a pas entendu la phrase, la petite. Incidemment, la mise en scène des Fridolinades est signée Denise Filiatro, celle qui tient aussi le rôle de Lucienne dans la pièce de Tremblay « Bonjour là, bonjour ». My God, il meurt! Mercredi 11 novembre, cette fois dans la salle du Théâtre du Nouveau Monde. C'est dans cette même salle que Bonjour là, bonjour a été joué il y a 7 ans, mais il faut rappeler qu'elle a été créée en 1974. Notre dramaturgie a des classiques relativement jeunes, dans une société qui change très rapidement. Cette pièce de Tremblay, Bonjour là, bonjour, passe bien l'épreuve du temps, et chacun des publics y trouve son compte selon les époques. L'interprétation qu'on peut faire d'une œuvre dépend beaucoup du public lui-même, c'est-à-dire comment ce public va lire aujourd'hui cette histoire, puisqu'il y a quand même une histoire, comment il va percevoir les personnages. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une différence, puisque au moment où l'œuvre a été créée, en 1974, il est sûr que ce qui frappait davantage, c'est peut-être ce monde de femmes. Et on voyait peut-être pas assez que c'est l'histoire d'un fils. Bien sûr, le personnage de Serge est important et sa relation à son père, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus en mesure d'entendre l'appel du père qui traverse toute cette œuvre et qui m'apparaît être d'une grande acuité aujourd'hui. Je sais que tu penses que c'est des choses qui se disent pas entre hommes. Il est peut-être 20 ans trop tard, je suis pas un enfant, mais j'ai besoin de te le dire, papa. Je t'aime. L'amour du fils pour son père sera toujours aussi vrai et difficile à exprimer. Ce sont ces sentiments, les angoisses et les espoirs des personnages de Tremblay qui sont soumis à l'épreuve du temps. Cette même épreuve qui dira d'ailleurs si le magazine français Lire a bien raison de classer l'auteur québécois parmi les plus grands de tous les temps. Il est nécessaire que les œuvres qui ont été créées, qui ont une signification et une qualité indéniable, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'œuvre de Tremblay est une écriture très moderne, très actuelle. Alors, il est nécessaire périodiquement de reprendre des œuvres et de les mettre à l'épreuve, dans le fond, de la scène, pour en vérifier la pertinence et retrouver d'autres aspects de l'œuvre qui n'ont peut-être pas été, justement, appréciés au moment des fois précédentes. Avec cette entrée-là, qui est comme une entrée devant le rideau, et la salle ne se sera pas éteinte, tout à coup, les murmures dans la salle vont s'éteindre comme dans une espèce, ce que je prévois de malaise.
Il y aura une réplique et c'est parti. J'ai pas le temps de bien m'installer puis de dire, bon, ben, je suis en droit d'attendre quelque chose, on vient me surprendre. Attends une minute, moi, le monter, moi, qui ont affaire, ils vont... Surprendre, c'est la spécialité de René Richard Cyr. Il n'a que 29 ans. Normand, j'ai... Non, il faut vraiment... Hey, non, j'ai un méchant flash pour toi, mon Normand. Qu'est-ce qu'il y a, Normand, c'est à propos du sketch qu'on va faire ensemble. Il a non seulement joué, mais aussi écrit. Par exemple, des scènes de Samedi de rire à la télévision. Top secret, la figure que j'ai. Top secret, les choses que je fais. Il a écrit pour le théâtre. Il a même fait de la mise en scène de spectacles de variété pour Michel Lemieux, Jo Bocan et Diane Dufresne. René Richard Cyr, le comédien, c'est celui des Feluettes au théâtre Petit à Petit, aussi bien que celui de Poivre et Sel à la télévision. Laissez tomber, j'étais tellement désespéré, là, je suis rentré dans l'armée sur un coup de tête. Vous êtes comédien, acteur, metteur en scène, mais pour une large part du public, vous êtes d'abord jeune et comique. Bon, et Oui. si tout ça est vrai en même temps, est-ce que ça vous sert ici? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que ça va se sentir? Je sais pas, c'est très difficile parce que pour moi, bon, j'ai encore l'analyse un peu puérile de me dire que je fais ce que j'ai envie de faire. C'est sûr que de dire que le petit qui fait des grimaces dans Poivre et Sel, c'est celui qui fait la mise en scène de Diane Dufresne, il y a comme une connexion qui se fait pas nécessairement du premier coup. Je peux toujours essayer, mais je vous garantis rien. Ça va, c'est qu'on prévoit, tu vas le sentir, le Je pédale. l'entends. Peux-tu prendre une douche? Sexy? Je me promènerai en camisson après, puis le cœur va me rester poigné dans la graisse. Le pédale doit arriver un petit peu plus tôt, de façon à ce qu'on n'ait pas à s'égosiller sur le dessus. Mais moi, ça me fait rire. C'est juste que si tu me dis c'est Attendez, vraiment. que ça va sans mettre amplifié au niveau vocal, c'est mieux que je garde le ton normal. Oui, parle du Alors, je vais partir. D'accord. Peux-tu prendre une douche, sexy? Hein? Je me promènerai en camisson après, puis le cœur va me rester poigné dans la graisse. Peux-tu prendre une douche, sexy? Juste parce que sinon, c'est tellement dirigé dans le trou On n'entend là-bas pas, hein? que On c'est perd. juste plus difficile. Je me dis, si, puis c'est pas que la musique était vraiment beaucoup baissée. Ouais. Je pense que même c'est intéressant de faire... d'y aller là, de les voir faire deux... Je l'ai amorcé un peu. Hein, tu vois, maintenant, t'es revenu comme plus tôt. Je pense qu'il y a moyen de dealer entre les deux. Je fais juste... Oui. Peux-tu prendre une douche, sexy? Je te promènerai en camisson après, puis le cœur va me rester poigné dans la graisse. René Richard Cyr a choisi Henri Chassé pour le rôle de Serge, le jeune homme, et Sylvie Drapeau pour celui de Nicole, sa jeune sœur, dont il est amoureux. Les trois autres sœurs sont jouées par Denise Filiatro dans le rôle de Lucienne, Nicole Leblanc dans celui de Denise et Louise Laprade dans celui de Monique. Les deux tantes sont représentées par Huguette Oligny pour Charlotte et par Janine Suto pour Gilberte. Enfin, Guy Provost interprète Armand, le père. Metteur en scène, c'est pas juste direction, c'est aussi beaucoup permission. C'est protection aussi, c'est-à-dire qu'un acteur peut se dire, bon ben, si je m'en vais trop loin, il m'a demandé d'être saoul, si je suis rendu que je roule à terre, il sera là pour me dire, oh, une minute, attention, c'est trop, mais il peut aussi laisser beaucoup de permission. La coupure est excellente. Oui, hein? Ça... J'ai failli la faire plus tôt, moi. En plus que ça aide en quelque part le faire, je pense que pour les tantes, la chicane continue. Elle essaye de dire, bon ben écoute donc, pourquoi tu manges pas, ça fait... Puis l'autre, elle revient encore en disant, t'es pas puis ça recommence encore. Ça, c'est parce que de prendre dans ce sens-là. Il est arrivé des petites affaires, là, qui étaient bien belles. Style le Vera qui vient overlapper parce que c'était pas à son tour, puis des affaires de même. Ça, là, sans vouloir les placer, ça donne tout à coup un côté here now, là, ça se passe ici, maintenant, pour de vrai, pour être tous ensemble. Souvent, après les répétitions, les acteurs se mettent à parler, etc. Souvent, je leur dis, écoutez, quand c'est votre tour, je vous écoute, là, c'est mon tour, vous m'écoutez, puis je fais mon show. Tu nous as jamais entendu dire qu'on t'aimait? Baisse pas la tête! Quand il dit baisse pas la tête, je le sais, je pense qu'il y aurait moyen d'aller chercher comme du malaise plus chez lui physiquement. Je te dis n'importe quoi, là, c'est des affaires comme moi, je ferais.
C'est comme si toi, tu l'assumais, ça. Puis je me dis qu'il y a comme une difficulté de part et d'autre à aller chercher. C'est peut-être plus physiquement, tu sais, comme dans tes mouvements, je le sais que ça te gêne, qu'il ne sait pas lui-même où se placer. Ça ajoute au trouble. Mais là-dedans, OK, oui. Le metteur en scène a des notes non seulement pour les acteurs, mais aussi pour lui-même. Il ne craint pas de changer une scène à quelques jours de la première. Ici, par exemple, au tout début de la pièce. Ma tante, elle aurait bien aimé ça, faire des voyages. Le rêve de ma tante, c'était de faire le tour du monde. C'est aussi beau que je dis. Nous sommes le samedi 7 novembre. Remarquons bien où se trouvent chacun des personnages. Le jeune homme et le père sont au centre, au premier plan, et les deux vieilles tantes sont aux extrémités du plateau. Ma tante, elle aurait bien Et aimé ici, ça. même scène, 4 jours plus tard, cette fois dans le décor. Serge, le jeune homme, est passé derrière la table, tandis que ses tantes se retrouvent devant avec le père. Toute la relation entre les personnages prend une nouvelle allure. Et ce changement nous amène beaucoup plus tôt au cœur de l'action. Enfin, samedi 14 novembre, c'est la répétition générale et le metteur en scène n'a pas changé d'avis depuis la dernière fois. Ma tante, elle aurait bien aimé ça, faire des voyages. Le rêve de ma tante, c'était de faire le tour du monde. C'est aussi beau qu'ils disent. Mais ma tante, elle n'a pas eu cette chance-là. Vous donnez non des notes aux acteurs, ce qui est normal, mais aussi à vous-même. Vous corrigez le tir en cours de route de façon assez ouverte, semble-t-il. Ben, il faut avoir l'humilité de se dire, changer de côté, je me suis trompé. C'est évident qu'il faut réajuster son tir. Je pense que c'est juste, je sais pas de quelle façon ça s'inscrit à l'intérieur, pourquoi tel ou tel moment. C'est juste peut-être à demander que c'est mon intérêt qui est parti. Quand je suis en train de les écouter, puis tout à coup, ça fait 2 minutes que je pense à mon lavage, j'y dois avoir un problème dans cette scène qu'on vient de voir. Avant que tu partes, on s'était dit qu'on réfléchit. Un classique du théâtre, même aussi récent que cette pièce, se révèle petit à petit à chaque production. D'ailleurs, Bonjour là, bonjour a déjà tout un passé. C'est la pièce de Tremblay la plus jouée, non seulement au Québec, mais dans l'ensemble du Canada, partout aux États-Unis, même à Londres et à Tokyo. Notre bien nous autres, on n'a pas d'affaire à se la laisser gâcher par les autres. Je me donne la responsabilité, ou je la sens, de montrer que ce texte-là pourra intéresser un jeune metteur en scène en 2038, qu'il n'est pas juste le miroir d'une époque ou le reflet d'un moment particulier dans notre société, mais qui pourra, ce texte-là, traverser le temps et qu'il est encore très... tous les thèmes qui sont soulevés à l'intérieur de la pièce, les entraves faites à l'amour, à la liberté, le vase clos. Du MIT qui se nomme Norbert Wiener. Enfant prodige, ce Mozart de la science sait lire à l'âge de 18 mois. À 7 ans, il a parcouru toute l'œuvre de Darwin. À 14 ans, il obtient sa licence en sciences. Et à 18 ans, il soutient une thèse de doctorat dans le domaine de la logique mathématique à l'université Harvard. Savant d'une classe exceptionnelle, il passe son existence à explorer les zones extrêmes des sciences, ce qui l'amène à scruter le concept de l'information tel qu'il apparaît dans certains systèmes. Et il se rend compte, entre autres, qu'il y a des types de machines qui sont capables d'échanger à l'intérieur d'elles-mêmes de l'information. Il donne l'exemple, entre autres, d'un système de chauffage. Et vous savez vous-même que lorsque vous êtes dans la pièce où vous vivez régulièrement, si la température baisse, voilà qu'un message part de cette pièce, est acheminé vers la fournaise et lui indique qu'il faut repartir le feu. Par ailleurs, si à la suite de cela, la température monte un tant soit peu, voilà qu'un second message descend vers la fournaise et lui indique qu'il faut éteindre. Eh bien, des machines, des appareils de ce type, il y en existe d'autres, et je donne l'exemple dans le livre « Psychologie de l'apprentissage », je donne l'exemple à la page 260 et 61 du régulateur à boule de Watt qui, lui, régularise l'entrée de la vapeur dans les locomotives. Ici, permettez-moi de revenir à la fournaise, au système de la fournaise de Wiener. Il se rend compte que le message est acheminé sur un fil de ce genre, c'est sur un canal qui est un fil électrique, et voilà que ce canal peut être dans 2 états.
où il y a présence de courant, où il y a absence de courant. S'il y a présence d'électricité, ça veut dire oui, il faut repartir le feu. S'il y a absence de courant, ça veut dire non, eh bien, il faut éteindre la fournaise. Et voilà comment Wiener, à ce moment-là, voit les choses. Et cet échange d'informations, cette transmission de messages, eh bien, Wiener, celui qu'on constate bien sûr dans les machines, Wiener ne tarde pas à se rendre compte qu'il existe aussi dans les organismes humains et dans le système nerveux. Ce réseau nerveux est constitué de milliards de neurones capables d'envoyer quelques millivolts d'énergie électrique dans toutes les parties de ce système nerveux. Et c'est alors qu'il décide de voir comment les choses peuvent être comparées entre les organismes humains et aussi les machines. Et ce but dans son travail, c'est lui-même qui nous le décrit dans un petit livre, ici, voilà, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je me penche sur les nombreuses ramifications de la théorie des messages. À côté de la théorie de la technique électrique pour la transmission des messages, il y a un champ plus vaste qui englobe non seulement l'étude du langage, mais aussi l'étude des messages en tant que moyen de contrôle sur les machines et la société, le développement des machines à calculer et autres appareils automatisés analogues, certaines considérations sur la psychologie et le système nerveux, et une nouvelle théorie expérimentale de la méthode scientifique. Voilà le but poursuivi par Norbert Wiener dans ses recherches. Et il écrit tout cela dans un livre qui a été traduit en français et que nous avons maintenant en français, qui s'appelle Cybernétique et société. Je vous le recommande vivement. Vous allez trouver dans ce livre des aperçus très neufs et fort intéressants. Et ici, eh bien, la thèse, ou je dirais la conclusion des travaux de Wiener et la conclusion de ce livre, c'est ceci. En définitive, les organismes vivants, autant que les machines, sont des systèmes qui sont capables d'échanger de l'information à l'intérieur d'elles-mêmes et aussi avec l'environnement. Voilà, enfin, la conclusion de ce livre. Et on peut dire ici qu'avec Norbert Wiener, le concept d'information est maintenant né. Un autre mathématicien américain du nom de Claude Shannon, à l'emploi des laboratoires de Bell Telephone aux États-Unis, met au point une théorie qui se propage par la suite dans le monde de la science sous ce nom de théorie de l'information. L'idée fondamentale repose sur le fait qu'un message doit être acheminé sur un canal entre une source et une destination. Et alors, Shannon veut savoir quelle est la capacité d'un canal, quelle est la quantité d'informations qui peut passer sur ce canal. Et alors, comme on n'a pas à ce moment d'unité d'information, il essaie d'en trouver une unité de ce genre. Mais il n'y arrive pas. Et alors, c'est alors qu'en réfléchissant d'une façon assez sérieuse, il se dit ceci. L'information détruit l'incertitude. Par conséquent, si j'étais capable de mesurer l'incertitude de la source, par le fait même, je serais capable de mesurer l'information qui est son contraire. Et c'est alors qu'il essaie justement de trouver différents types d'incertitudes de la source. Et pour illustrer sa théorie, j'ai apporté avec moi ici un jeu de cartes, un dé joué et une pièce de monnaie. On peut tirer une carte, on peut tirer un nombre sur le dé et on peut tirer à pile ou face.